So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Je pense qu'on va le garder, c'est mieux que ton baby metal. Vraiment. Fait qu'aujourd'hui, nouvelle invitée que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on essaie de recevoir et qui est très occupée, Dr. Gabrielle Landry. Comment ça va? Ça va super bien. Merci de me recueillir. Me recueillir. Merci de faire du temps. Ouais, c'est ça. Merci de faire du temps dans ton horaire très chargé pour venir nous voir. Fait que docteur, médecin de famille, mais avec, disons, intérêt particulier pour l'hormonothérapie. On va parler d'un paquet d'affaires qu'on se retenait de parler depuis longtemps parce que c'est pas notre spécialité. Fait qu'on attendait d'avoir la bonne personne. Fait qu'avant, peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet, veux-tu peut-être un petit peu t'introduire, parler un petit peu de t'es qui, puis pourquoi, tu sais, quel genre de je veux pas dire d'expertise parce que c'est peut-être pas bien vu, mais d'expérience, disons, que tu apportes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'avoir un plus grand intérêt vers l'hormonothérapie plus que n'importe quoi d'autre, mettons? Oui. Ben en fait, moi, j'ai fait ma résidence à l'Université de Montréal, en fait, en médecine familiale. Puis quand j'ai fini ma résidence, j'ai fait quand même beaucoup de stages en santé de la femme. C'était vraiment ça qui m'intéressait à ce moment-là. Puis c'est un peu compliqué, là, quand on devient médecin, il faut qu'on aille des AMP, des PREM. En tout cas, il faut vraiment comme se spécialiser ou bien tu fais de la prise en charge ou bien tu fais autre chose. Moi, je voulais faire, en fait, santé de la femme, mais il n'y avait pas d'AMP à ce moment-là, fait qu'il fallait que je me trouve une... Donc, j'avais beaucoup d'amis aussi qui étaient à la clinique L'Actuelle, j'avais des gens qui se connaissent beaucoup dans la communauté LGBTQ, donc c'est là que je voulais pratiquer le plus, puis j'ai commencé à faire du VIH. Santé sexuelle, VIH, ça a été comme vraiment le début de ma pratique où j'étais justement dans le système public complètement. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé. Puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait beaucoup de demandes chez les personnes transgenres à la clinique L'Actuelle pour commencer de l'hormonothérapie. Puis moi, j'avais vraiment cette expertise-là. Puis j'étais un peu une nouvelle médecin à la clinique L'Actuelle avec le grand docteur Jean Thomas. Donc, j'étais comme la nouvelle génération de médecins qui arrivait là. Puis personne ne connaissait vraiment les hormones. C'était comme vraiment une autre génération, des fois, de médecins un peu plus âgés. Puis t'es comme, ben là, pourrais-tu nous aider à développer ça puis à aider les patients trans qui sont avec nous? Je dis, ben oui, c'est une bonne idée. Fait que là, je commence à m'intéresser un petit peu à ça. Fait que, tu sais, en fait, les dosages hormonaux chez les personnes transgenres, on dose tout le monde. Tu sais, on regarde vraiment c'est quoi le niveau qui est plus optimal pour chacune des personnes, donc que ce soit trans-femme ou trans-homme. Donc, je me suis comme un peu habituée à savoir quelle hormone fait quoi puis comment on pouvait optimiser. Tu sais, en fait, on dose tout le monde. On dose aussi les hommes. Dans le fond, on andropause. Les seuls qu'on dose pas, malheureusement, c'est les femmes. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à développer cette expertise-là pour aussi comprendre puis d'implémenter ça aussi chez les femmes, justement pour pouvoir voir comment que les hormones pouvaient, puis justement comment qu'on pouvait même voir un certain niveau avec certains symptômes. Donc c'est vraiment comme intéressant que j'ai pu développer ça. Puis après ça, ben là, il y a eu toute la saga de l'automéno, puis les femmes aussi qui prennent plus conscience de l'importance de leur santé, puis qui veulent se prendre en main. Donc après ça, ben là, il a fallu que je devienne privée, justement, parce que j'avais plus de place dans ma pratique. Tu sais, j'avais vraiment comme tant de patients à voir, puis en médecine familiale, on avait quand même certaines restrictions. Fait que là, à ce moment-là, j'ai décidé de devenir privée, puis là, je fais principalement juste ce que j'aime, donc l'hormonothérapie, santé sexuelle, puis médecine esthétique actuellement. C'est très cool. Puis si on regarde, disons, peut-être un peu plus le côté médecine familiale, en quoi est-ce... Tu sais, mettons, à quel point est-ce que vous allez regarder l'hormonothérapie là-dedans? À quel point est-ce que c'est... On le voit en surface, on le voit en profondeur. À quel point est-ce que tu as besoin de, comme, je veux pas dire te spécialiser, mais comme faire des études plus précises là-dedans pour pouvoir adresser ça? Oui. Bien, en fait, c'est ça, c'est très peu adressé, malheureusement, là, même la santé de la femme de manière générale. Tu sais, les gynécologues nous le disent, là, eux-mêmes, là, on a très peu de formation, à moins de faire un fellowship en ménopause, là, comme tel, dans cette période-là des femmes. Donc, tout ce qui est préménopause et ménopause, les médecins de famille, encore moins. Tu sais, justement, la session passée, en fait, pour quelques années, j'ai été comme tuteur d'apprentissage à la faculté de médecine, puis j'ai regardé qu'est-ce qu'on faisait comme dans le préclinique, là, avec les étudiants en médecine. Puis je faisais comme pour le bloc d'endocrinologie, donc on regardait la thyroïde, tous les organes finalement du corps. Puis là, j'étais comme, il y avait comme un petit peu sur la ménopause, mais très peu, même presque pas sur la préménopause. Donc, tu sais, il faut vraiment aller en spécialité pour avoir plus d'informations. Puis, tu sais, quand on va en endocrinologie, souvent, ils vont souvent prendre le soin de toutes les hormones du corps, mais malheureusement, quand on arrive aux hormones féminines, ils vont dire, ben là, ça va être votre gynécologue. Mais les gynécologues ont aussi pas beaucoup, ils le disent eux-mêmes, d'exposition justement à cette problématique-là. Puis, c'est une spécialité qui est chirurgicale, beaucoup. Donc, il y a comme vraiment une sorte de blanc au niveau de la prise en charge des femmes, particulièrement, je trouve, après les accouchements, parce qu'on s'occupe bien des femmes pendant qu'ils sont enceintes. Après ça, postpartum, un petit peu moins. Il y a quand même... Vis ta
dépression tout seul dans ton coin, puis gère-toi. C'est difficile, oui. Puis après ça, il y a toute la transition entre 35 puis 50 ans où c'est vraiment, il n'y a pas tant d'options. Les femmes vont aller voir leur médecin, ils vont sentir qu'ils sont différentes, mais ils ont de la misère à exprimer comment et pourquoi. De symptômes qu'on va pouvoir parler. Là. Je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans tout de suite, mais définitivement, ils vont sentir que leur seule option, c'est de prendre la pilule ou de prendre des antidépresseurs pendant cette période-là. Puis c'est un peu dommage de voir un peu... Oui, c'est ça. C'est un peu dommage de voir que, tu sais, on considère comme, ah ben là, dans le fond, tu es ménopausée juste après 1 an d'absence de règles, comme s'il n'y avait pas une sorte de détérioration progressive de sénescence qu'on appelle, là, dans le fond, des ovaires qui... C'est un peu comme les petits ovocytes qu'on a. Là, on en a plusieurs. On en a 1 à 2 millions quand on est. Puis après ça, à 30 ans, puis à 40 ans, ça diminue graduellement. À 30 ans, on a comme 10 de la quantité, puis à 40, 3 Fait que le fait qu'on a de moins en moins de petits follicules, finalement, bien, c'est sûr qu'il y a une association avec les niveaux d'estrogène, puis ce qui est nécessaire pour que le corps fonctionne. Fait que selon toi, c'est quoi les meilleurs recours pour les femmes dans ces conditions-là? Parce que comme tu dis, endocrinologues, souvent, ils vont référer aux gynécologues. Gynécologues, souvent, sont pas nécessairement si formés que ça là-dedans. Fait que c'est quoi les options? Bien, le médecin de famille, tu sais, en fait, les gynécos et les médecins de famille, habituellement, c'est eux qui vont être les références. Puis il y en a plein qui s'y intéressent, qui sont capables quand même de traiter. Puis la plupart des lignes directrices, par contre, c'est vrai que ça va être de donner la pilule contraceptive en préménopause ou les antidépresseurs. Il y en a qui vont avoir des approches un peu plus progressives. On n'a pas beaucoup d'études, là. C'est pour ça que souvent, on va dire, ah ben le bioidentique, c'est moins étudié. On en a quand même, mais c'est pas des études d'aussi grand nombre, je dirais, qu'avec la pilule contraceptive et les antidépresseurs. Fait que c'est sûr que c'est difficile. L'accès, on le ressent là, chez les femmes qui viennent me voir dans ma pratique. Ils me disent, vous êtes mon 5e docteur que je vais aller consulter, puis finalement, j'ai essayé toutes les médecines traditionnelles, puis ça n'a pas fonctionné pour moi. Fait que vous êtes comme mon dernier espoir. Fait que je te dirais pas que c'est comme une chasse, une chasse qui est vraiment facile pour les femmes, malheureusement. Et puis je pense que c'est ça, c'est une petite révolution qui est en train de se faire, là, malheureusement. Aussi, bien, heureusement pour les femmes, qu'il y a des femmes qui se lèvent pour dire qu'il y a un manque d'accès aux soins, mais c'est quelque chose qui est problématique. Parce que c'est ça, c'est que j'ai l'impression que si toi tu te ramasses à être la 5e docteur que ces femmes-là vont voir, mais ça veut dire que ça fait pas 1 mois qu'ils ont commencé à regarder, là, ça fait probablement plusieurs années qu'ils ont commencé à regarder ça, parce que c'est long, souvent, avoir des rendez-vous. Comme tu dis, même toi, tu as des listes d'attente, fait que si tu es la 5e de quelqu'un, ben, ça fait peut-être 5 ans que c'est des années à souffrir aussi, là. C'est pas des années le fun. Ouais, tout à fait. Puis ils se sentent pas nécessairement entendus non plus. Là. Ils ont l'impression que, dire le mot gaslighting, là, ils vont vraiment se faire dire, ben là, c'est normal, ta charge mentale, tu viens d'avoir des enfants, ta carrière est... fait que tout est sur tes épaules. Puis c'est vrai que, vous êtes les premiers probablement à savoir que les habitudes de vie sont vraiment, vraiment importantes. Puis j'en essaye de l'avoir dans notre pratique, de pouvoir en parler, même si justement, il faut choisir nos batailles. Je devrais avoir sûrement une personne comme vous dans ma clinique, ça m'aiderait probablement. Mais c'est ça, moi je m'occupe de tout l'aspect hormonal. Puis en effet, ben, il y a des façons quand même, de manière plus naturelle, de venir aider les femmes, je te dirais, pour ceux qui ne veulent pas justement là, avoir des approches plus traditionnelles. Fait que c'est bien quand même qu'on puisse avoir les options. Je pense que c'est les femmes qui devraient être en mesure de décider, pas nécessairement les médecins qui décident pour elles non plus. Là. Puis comment est-ce que c'est perçu le côté peut-être naturel versus holistique versus allopathique? Parce que je sais qu'il y a comme de plus en plus de gens que je vois, du moins, je sais pas s'il y en a vraiment de plus en plus, mais du moins que moi je vois avec les réseaux sociaux que c'est « Ah non, je veux pas de médicaments, je veux pas de rien de chimique ou quoi que ce soit, je veux vraiment que ça reste naturel. » Comme il y en a que, finalement, ultimement, c'est les résultats qu'on cherche surtout. Fait que tant qu'il n'y a pas de résultats négatifs, que ça soit naturel ou, entre guillemets, transformé, je pense à l'alimentation, mais ça doit être valide pour tout ce qui est hormonothérapie, médication aussi. Y a-tu comme une résistance d'un bord ou de l'autre? Bien, c'est sûr que moi, je pense que j'ai comme un entonnoir là, dans ma pratique qui fait souvent, ils ont magasiné ailleurs ou ils ont essayé des choses qui sont plus synthétique, qu'on pourrait dire. Moi, je suis pas anti-pilule contraceptive. Il y a des femmes pour qui ça fonctionne bien, les femmes plus jeunes, justement, ou qui ont un trouble dysphorique prémenstruel ou des SPM super sévères. Des fois, c'est l'anovulation qui va faire que ça va vraiment les aider. Il y a d'autres façons de créer l'anovulation, mais des fois, il y a juste un petit peu de progestérone qui peut venir aider les femmes, justement, pour venir un peu balancer. Je sais que le terme « balancer les hormones », c'est 20 in, là, mais moi, j'essaie plus de rétablir un peu l'équilibre hormonal parce que c'est vrai qu'en médecine fonctionnelle, on en parle aussi de ça, mettons, des déficits de la phase lutéale. Donc, justement, la phase lutéale étant la deuxième partie du cycle, qui est comme un peu pendant les SPM. Donc, c'est toutes des choses qu'en effet, on ne connaît pas beaucoup, mais oui, les hormones synthétiques peuvent être... Puis, on parle d'hormones synthétiques, on peut peut-être faire un peu le ménage pour vos auditeurs, mais, tu sais, en gros, il y a les hormones synthétiques du genre pilule contraceptive où tu as, mettons, de l'éthanylestradiol puis un progestatif.
Puis ça, en fait, c'est sûr que c'est un estrogène qui est plus fort. Il va avoir quand même des bénéfices liés à ça, mais c'est pas la même molécule que le corps va produire, fait qu'il n'y a pas le même profil de sécurité nécessairement. Fait que c'est pour ça qu'on parle des fois de plus de risque de caillot, parce que comme c'est un estrogène un peu plus fort, ça passe par le foie, ça augmente les facteurs de coagulation. Donc c'est sûr que quand on vieillit ou s'il y a des femmes qui sont fumeuses, on parle en haut de 35 ans, bien, on va peut-être éviter, ou si on a des migraines avec aura, on va éviter, ou des fois, ils vont donner juste des progestatifs seuls. Fait que ça, c'est un petit peu comme pour les plus jeunes, on pourrait dire, ou ceux qui ont besoin d'une option de contraception, puis en même temps, ça peut aider un peu leur SPM. Après ça, bien, il y a les hormones, par exemple, synthétiques de ménopause, comme Premarin, Provera. Il y a aussi l'estrace, par exemple, bioidentique. Là. Quand on parle de bioidentique, on parle... Toutes les molécules sont faites en laboratoire. Fait que tout est fait quand même... bon. Bioidentique, ça veut juste qu'on va reproduire en laboratoire la même molécule que le corps produit. Donc, il n'y aura pas de différence au niveau de la structure. Fait qu'en théorie, c'est plus similaire. Puis ce qu'on voit dans les études, c'est que c'est souvent plus sécuritaire aussi. Par exemple, on peut donner de l'estrogène comme de l'estrace, bioidentique même par la bouche, qui est plus sécuritaire que de donner du synthétique par la bouche, comme la pilule contraceptive. Mais si on veut éviter, par exemple, les risques de caillot, on préfère que ça passe pas par le foie. Fait qu'on va y aller plus, par exemple, avec des gels ou des patchs d'estradiol, 17-bêta, qui est, je dirais, ce qui est plus sécuritaire dans la plupart des études. Puis aussi, bien, par rapport aux progestines qui sont dans les pilules contraceptives, ou on pourrait peut-être parler un petit peu de l'étude WHI là, qui a fait beaucoup peur par rapport aux femmes, là, le Provera, on pourra en parler plus tard. La progestérone micronisée bioidentique est plus sécuritaire aussi. Là. C'est surtout la plus grande part, c'était plus le cancer du sein, je vous dirais, en général. Mais c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, en général, les deux, tout peut être quand même bénéfique. Tu sais, moi, je suis pas nécessairement super, il faut absolument que tu prennes telle chose, mais je pense que quand tu regardes la littérature, je vais toujours aller opter pour ce qui est plus sécuritaire. Je pense que ça fait du sens. Là. Mes patientes sont un peu plus âgées aussi. Là. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu aies eu des cas cliniques où est-ce que, justement, tu en parlais des femmes, ça fait 5 médecins qui ont vu, qui ont déjà essayé ce qui est bioidentique, qui ont déjà essayé tous les moyens de contraception possibles, qui ont tout essayé, les antidépresseurs, name it, puis il n'y a rien qui fonctionne? Oui, bien c'est ça. En fait, encore là, l'entonnoir, c'est que ces femmes-là se retrouvent dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe fait que c'est sûr que... fait que c'est ça. Tu sais, par exemple... dans les lignes directrices encore, quelqu'un qui aurait des SPM super sévères ou un trouble dysphorie prémenstruelle, on pourrait la mettre sur du Lupron, genre en ménopause chimique, puis lui donner des doses stables d'hormonothérapie. Tu sais, ça serait, mettons, quelqu'un qui me dit, là, j'ai tout essayé, puis j'ai des envies suicidaires, là, tu sais, pendant... Fait que là, je me dis, tu sais, oui, je vais essayer de donner un peu de progestérone, mais tu sais, j'ai l'impression que ça serait peut-être pas assez pour elle parce qu'elle est hyper sensible à ses propres fluctuations hormonales. Fait que, tu sais, son corps va le convertir, fait que même si tu en donnes plus... Ça va être comme difficile de venir... balancé, on pourrait dire. Mais en fait, en théorie, ça va dépendre un petit peu de ses symptômes. Parce que, tu sais, c'est ça. Des fois, il y a des symptômes qui vont dire, OK, elle a l'air d'avoir des carences en estrogène, typiquement plus bouffées de chaleur, sueur la nuit, mais on sait que la progestérone seule, en préménopause, peut venir aider les bouffées de chaleur aussi, puis les sueurs la nuit, puis principalement le sommeil aussi. Donc, des fois, ça va dépendre. C'est sûr que moi, je vais aussi faire un bilan sanguin de départ pour aussi exclure d'autres causes, là, on s'entend, parce qu'une femme qui arrive en préménopause, elle a une multitude de symptômes, puis on ne peut pas juste dire que c'est ses hormones tout le temps le problème. Dont typiquement les palpitations, de la fatigue intense. Moi, je vais regarder son fer, je vais regarder sa thyroïde, je vais demander, fais-tu de l'apnée du sommeil? J'en ai trouvé des femmes que finalement, c'était autre chose. Là. Ça arrive quand même. Puis après ça, on va faire un bilan de base, puis on va pouvoir y aller étape par étape. Mais typiquement, en préménopause, quelqu'un qui aurait tout essayé serait plus de la progestérone cyclique, par exemple, de l'ovulation jusqu'aux règles. Puis là, quand les règles deviennent très irrégulières, des fois, on va la donner tous les jours. Puis, dépendant des symptômes, avoir un petit peu d'estrogène, des fois, comme estradiol bioidentique, idéalement, donc qui ne passe pas par le foie, j'aime mieux ça. Puis, on les accompagne, dans le fond, vers la ménopause de manière plus douce pour ne pas avoir cette grosse transition-là. Donc, c'est juste de commencer en prévention. C'est toujours plus facile de traiter en prévention, surtout quand il y a des symptômes, que d'attendre que ça soit vraiment détériorer la situation. Puis justement, au niveau de la prévention, parce qu'on n'en parle pas assez, de la prévention avec les hormones là, chez la femme, il faut que ça soit commencé dans les 5 à 10 ans après la ménopause pour avoir le plus de bénéfices. OK. Puis mettons parce que moi, j'en ai beaucoup dans ma clientèle, des jeunes filles aussi qui, pas des adolescentes là, quand même, là, mais mettons début vingtaine, qui ressentent beaucoup d'inconfort avec leur SPM, justement, qui ont peut-être pas jusqu'à un trouble dysphorique menstruel, mais quasiment, tu sais. Fait qu'est-ce que c'est le même type de protocole pour ces femmes-là ou est-ce que ça n'a vraiment pas rapport? Mais tout en fait, c'est sûr que chez les femmes, chez toutes les femmes, c'est le même protocole, je te dirais, pour le trouble dysphorique prémenstruel ou les SPM sévères. Pilule contraceptive, antidépresseurs. Après ça, habitude de vie aussi, là, il y a quelque chose qu'on peut aller explorer là-dedans. Là, j'ai toujours aussi un petit protocole de médecine fonctionnelle pour voir est-ce que l'alimentation, protéines, il y a certains suppléments aussi, puis des fois, je les réfère en nature aussi. Mais définitivement, habitude de vie, pilule contraceptive, antidépresseurs. Puis après ça,
Si on serait rendu Lupron, de mettre les gens en ménopause parce que c'est vraiment, vraiment intense là, avec tes petites doses d'hormonothérapie. Mais c'est le même. Ah oui, je vous dirais que c'est le même protocole que j'utiliserais chez les patientes plus jeunes. Puis comment est-ce que tu établirais ce qu'on appelle justement un déséquilibre hormonal? Parce que c'est un terme qui est lancé à gauche puis à droite sans vraiment savoir c'est quoi les barèmes, disons. Fait que, cliniquement, comment est-ce que tu diagnostiquerais, entre guillemets, un déséquilibre? Parce que je sais que moi, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que des fois, juste avec les prises de sang, c'était difficile de tester, exemple, l'estrogène ou même le cortisol, des choses comme ça, que juste avec des tests de base, mettons, qu'on passe toutes les années, ou si tu le coches sur tes prises de sang, même là, c'était difficile d'avoir un vrai diagnostic, mettons. Oui, tout à fait. En fait, il reste que la préménopause, par exemple, si on parle de ça. Troubles dysphoriques prémenstruels. En fait, tout ça, c'est des diagnostics qui sont cliniques. Fait que c'est pas les prises de sang. En fait, les prises de sang permettent aussi d'exclure certaines autres causes, dans le fond, que tu veux pas dire que c'est toute la préménopause ou le trouble dysphorique. Fait que ça reste que c'est ton questionnaire qui va vraiment faire est-ce que cette femme-là, elle a juste des SPM vraiment sévères ou elle a un trouble dysphorique prémenstruel ou est en préménopause. C'est sûr qu'après ça, il y a l'âge, qui va contribuer. Moi, je vois des femmes, je vois des changements. Tu sais, quelqu'un qui aurait, par exemple, des SPM depuis qu'elle a commencé à avoir des règles, ben ça, plus un trouble dysphorique prémenstruel. Elle n'est pas en préménopause à 16 ans, on s'entend là-dessus. Non, c'est ça. Mais après ça, c'est ça, exactement. Mais des fois, après des accouchements, moi, je le vois cliniquement, là, des femmes qui ont eu des accouchements, même si sont un peu plus jeunes, là, des fois, même début de la trentaine, ils sentent qu'il y a un changement dans leur corps. C'est sûr que là, je vais exclure d'autres causes, mais définitivement, il y a quelque chose, des fois, qu'on dirait qui se passe. Puis c'est dur à expliquer parce qu'on n'a pas d'études là-dessus, mais est-ce qu'il y a comme une sorte d'épuisement hormonal, quand tu as beaucoup donné pendant tes grossesses? C'est vraiment comme quelque chose que je vois, là, des fois. En même temps, il ne faut pas oublier toute la charge mentale qui accompagne de jeunes bébés ou de jeunes enfants à cet âge-là. Le manque de sommeil. Oui, mais c'est ça. Fait que, c'est vraiment comme toute cette analyse-là, ça va être un petit peu, tu sais, l'âge, quand est-ce que ça a commencé, quels sont ses symptômes, le bilan, mais ça va quand même être la clinique qui va nous guider parce qu'il y a des femmes, en effet, que je fais un bilan puis ils vont souvent me dire ça, là, tu sais, je suis allée voir mon médecin, tout est normal. Bon. Fait que ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps. En même temps, est-ce qu'on est allé pousser un petit peu plus ton bilan? Tu sais, par exemple, si tu as beaucoup de fatigue, qui est un symptôme extrêmement commun, tu sais, ils vont te faire une formule sanguine. Puis, tu sais, moi, c'est comme ça aussi que j'ai été formée, dans le fond, là, comment tu évalues la fatigue. Il y a plusieurs tests que tu peux faire, mais c'est souvent TSH, formule sanguine. Mais là, si ta formule sanguine est normale, ça peut arriver que tes réserves en fer soient vraiment basses. Fait que moi, je vais regarder aussi ta ferritine. Est-ce que tes réserves sont basses? Parce que des fois, la formule sanguine est normale, mais ta ferritine est à 10. Puis, tu sais, des fois, tu peux te mériter même du fer intraveineux tellement que c'est bas. Tu sais, il y a des femmes qui tolèrent pas super bien le fer oral. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qu'il va falloir comme exclure à ce niveau-là, dépendant de l'âge. Mais pour moi, c'est plus clinique. Parce que j'ai des femmes, en effet, même moi, je leur fais un bilan, puis ils sont comme « Ah, tout est beau ». Mais quand même, ils peuvent répondre, par exemple, à la progestérone. Parce que peut-être que là, je suis tombée sur un bon cycle, en effet, tu sais, peut-être qu'on a des ranges à peu près de ce qui pourrait être efficace, mais c'est pas du genre, toi, il faut que tu sois à ce niveau-là ou toi, tu dois être à ce niveau-là. Non, mais des fois, d'être capable de corroborer, par exemple, là, ma patiente, je la vois, puis elle se sent bien, puis elle est à ce niveau-là. Ça, c'est son niveau à elle, qu'elle se sent bien, tu sais. Fait que c'est comme plus de personnaliser. Puis là, des fois... Autre chose aussi, c'est que des fois, il y a des femmes qui vont me dire « je me sens vraiment anxieuse ou fébrile », mais ça peut être dû à trop d'estrogène ou ça peut être dû à zéro estrogène. T'sais. Fait que, tu sais, les bilans peuvent nous permettre de savoir si tu un excès, si tu un pas assez. Fait qu'il y a tellement... Quand tu es habitué à doser, tu peux vraiment corroborer des symptômes. Puis c'est pour ça qu'on est en 5e ligne. C'est parce que des fois, ça arrive que ça fonctionne bien. Ils voient leur gynéco puis ils leur disent « je te donne une pompe d'estrogène, un comprimé de progestérone, puis on se revoit dans 1 an. » Parce que c'est comme ça que, malheureusement, on a un petit peu été guidés. Fait que les femmes se sentent, de un, très insécures à commencer ça. Qu'est-ce que je fais si je me mets à saigner? Qu'est-ce que je fais si je me sens pas bien? Comment je sais si j'en ai pas trop peu assez? Fait que nous, c'est sûr que, oui, on peut les questionner, les suivre plus régulièrement, puis être capable de comme corroborer justement les symptômes avec des niveaux. Mais quand on n'est pas sûr, c'est ça que les bilans vont nous permettre d'aller un peu au-delà de, puis c'est l'expertise qu'on développe, là, tu sais. Puis à quel moment est-ce qu'on peut se dire, OK, ces symptômes-là, c'est des symptômes qui sont normaux. J'ai pas besoin de consulter pour ça, parce qu'on s'entend des règles, c'est jamais super confortable. Mais elle est où la ligne entre, OK, on sait tous que c'est pas confortable, puis là, il faudrait vraiment que tu consultes. Parce qu'on s'entend, je pense que les femmes, en général, on est vraiment bonne pour endurer beaucoup de symptômes puis se dire bon ben faut que on se fait vraiment gaslighter à comme faut que tu vives ta vie même avec tes grosses crampes que tu es en train pratiquement de t'évanouir, que tu as de la fatigue extrême, tu es inutile pendant 2-3 jours, mais tout à fait normal, faut que tu vives pareil, tu sais. Fait que est où la ligne de OK, ça c'est des symptômes normaux puis
non, là, il faudrait vraiment que tu consultes. Mais en fait, la limite, elle appartient à la personne qui en souffre. Parce que moi, je trouve pas ça normal qu'une femme souffre. Là. C'est sûr que, oui, des petites crampettes et tout. Il y a des choses que tu peux faire. Puis, les traitements de base pour, mettons, des saignements plus abondants. Parce qu'on veut diminuer le saignement. Parce que c'est le saignement, les prostaglandines qui va faire que, bon, ils vont toute l'inflammation. Fait que, ce qu'on peut, c'est donner des anti-inflammatoires. Ça, c'est assez standard. Là. On va donner comme du naproxen la veille de thé. Fait qu'il y a des choses quand même assez simple qu'on peut faire quand même. Après ça, on peut arrêter les règles. Si tu arrêtes les règles, habituellement, les crampes vont vraiment diminuer. Là. Quitte à même disparaître si tu réussis à prendre, par exemple, une pilule en continu, mettre un stérilet, c'est quelque chose qui peut être une option. Fait que pour moi, tout ce qui te dérange, toi, n'est pas normal. Moi, je pense pas qu'une femme devrait souffrir. Puis on voit souvent aussi, de plus en plus, les femmes qui qui font dire que, dans le fond, ils vont chez leur médecin, puis justement, tout est beau dans le contexte où, mettons, te faire mettre un stérilet, ça fait pas mal. Du genre, moi, je trouve tellement que j'en ai eu 2 stérilets, puis j'étais comme, ça fait tellement mal. On fait une vasectomie à un homme, puis on le met quasiment sous sédation. Fait que, ouais, puis nous autres, c'est comme, non, mais écarte tes jambes, puis let's go, c'est fait. C'est une petite crampe, mais c'est pas vrai. Non, je veux dire, c'est comme. Le après, il n'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Puis, donc, pour moi, il y a pas de douleur qui devrait t'endurer. Là. Je dis pas qu'il n'y a pas une petite normalité, là, mais si t'as mal, puis t'es pas bien, il faut quand même que tu es capable de l'adresser. Là. Puis ça aussi, c'est un autre point qui revient beaucoup, mais les moyens de contraception. Je sais qu'il y a comme une grosse polémique de comme on devrait-tu en conseiller, on devrait-tu pas en conseiller, est-ce que ça devrait seulement être conseillé dans un contexte où est-ce que tu as des problèmes hormonaux, la pilule en continu aussi. Il y en a qui disent que, OK, c'est vraiment pas bon parce que tu dérègles ton cycle menstruel, mais techniquement, tu le dérègles pareil si tu prends la pilule, point. Là. Fait à quel moment est-ce que ça peut y avoir un impact négatif peut-être sur la santé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Oui, ça, c'est comme un sujet qui est, je dirais que plus on fait des conférences en médecine fonctionnelle, puis en médecine régénérative, on voit en effet probablement qu'il y a un impact. J'avais justement été à une conférence où on disait que peut-être de commencer la pilule très, très tôt chez la femme pourrait peut-être perturber l'axe endocrinien, J'ai puis on en pour parle. avoir parlé à beaucoup de filles, disons plus de notre âge, là, disons vingtaine, trentaine, là, que... J'en ai beaucoup qui m'ont dit ça. T'sais, moi, j'ai commencé à avoir mes règles, tout de suite, on m'a donné une pilule. Puis ça n'a même pas été voici tes options. C'était comme, prends ça. D'emblée. Parce que c'est ça, c'est comme, on voit de plus en plus les perturbateurs endocriniens, on voit de plus en plus de l'infertilité, fait que je pense que j'en donnerais pas chez les patients qui viennent juste, mettons, les jeunes filles qui viennent juste d'avoir leurs règles. Moi, personnellement, avec ce que je sais, puis je sais pas qu'on n'a pas beaucoup de données à ce niveau-là, c'est quand même plus cliniquement là, qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, puis quand même certains avis d'experts à ce niveau-là. Après ça, moi, je l'ai pris personnellement, puis il y a plein de mes patientes qui la prennent, la pilule. Je trouve que chez les jeunes filles, quand même, moi, typiquement, c'est jusqu'à à partir du moment où tu as des relations plus ou moins, là, bon, jusqu'à temps que tu as des enfants, c'est très approprié là, d'avoir une pilule contraceptive, stérilet et tout. Après ça, je pense qu'après avoir eu des enfants, bon, de un, on vieillit, on est plus à risque quand même, puis je pense qu'on a assez donné. Fait que la vasectomie est encore... je trouve que c'est quand même... Moi, c'est souvent ça que je vais un petit peu plaider parce que je trouve que les femmes devraient quand même être capables de se rapproprier leur corps. On a quand même eu... c'est quelque chose qui... Mais c'est correct. Il y a des femmes aussi à qui je le prescris, même après, là, si justement ils ont des symptômes trop sévères, puis des fois la progestérone seule, ça fait pas l'affaire. Là, fait que c'est vraiment très, très personnalisé. Mais moi, je suis pas contre rien. Là, c'est sûr que j'ai des collègues qui sont un peu plus anti-pro ça. Moi, je pense que toutes les options devraient être sur la table pour les femmes. Mais c'est sûr que de ma pratique, c'est bien rare que les femmes viennent me voir puis n'ont jamais été offertes la pilule contraceptive. Souvent, ils l'ont essayé, en ont essayé plusieurs, ils ont pris des stérilets puis ils sont comme juste tannés ou ils veulent essayer autre chose. T'sais. Selon moi, c'est plus que j'ai l'impression que surtout pour les jeunes filles qui développent, ils commencent à développer leurs règles pour la première fois, je pense plus que c'est qu'il manque d'éducation puis il manque de contexte. C'est pas, OK, voici tes options, ça, voici ce que ça fait, voici ce qui peut venir avec éventuellement, voici, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. C'est plus, on dirait que c'est tellement rendu commun qu'encore une fois, t'as des règles, prends ça, un point, c'est tout. Au lieu de leur montrer leurs options pour qu'ils comprennent, souvent, ils vont prendre ça puis ils vont savoir un peu, en gros, qu'est-ce que ça fait, mais sans plus, puis pas nécessairement les impacts que ça peut avoir à long terme. Fait que j'ai juste l'impression qu'il manque d'éducation, puis de... Justement, j'ai juste awareness, là, mais de... On va dire, on banalise un petit peu comme... La prise de médicaments qui ont quand même un effet
assez intense sur le corps, veut pas. Oui, ça augmente quand même. Puis j'aime pas ça d'avoir des discussions là, super anti-pilule contraceptive. C'est pas ça que je veux amener nécessairement, là, la peur de la contraception, mais quand même, c'est sûr que ça augmente la SHBG, comme qui est une des protéines qui va lier plusieurs hormones. Ça va diminuer la testo libre souvent. Fait qu'il va avoir quand même un impact sur la libido. Moi, je vois beaucoup de sécheresse vaginale chez la jeune fille aussi parce que justement, bon, l'estrogène, nos hormones naturelles ne seront pas produites. Là. Ça va venir substituer quand même, occuper les récepteurs puis avoir un bénéfice qui va quand même être là, mais ce ne sera pas la même chose qu'avec les hormones. Puis je te dirais qu'un des symptômes les plus communs que je vois chez les jeunes filles qui prennent la pilule, c'est l'absence de libido puis la sécheresse vaginale. Fait que c'est quand même, on n'en parle pas beaucoup là, des effets secondaires. Ce qu'on dit, c'est t'as déjà fait des caillots? Non. Fais-tu des migraines avec aura? Non. Fais-tu de l'hypertension? Tu sais, comme t'es-tu très, très malade au niveau cardiovasculaire? Puis à part ça, ben, s'il n'y a pas de réponse positive, tout le monde est candidat, mais tu sais, la discussion n'est pas très, très ouverte. C'est quand même très contradictoire. Tu prends de la contraception parce que tu veux des rapports sexuels, puis parce que tu prends de la contraception, tu n'as plus de rapports sexuels. Parce que t'as pas Ça de vidéo. fonctionne très bien, là. Ça revient à l'abstinence. Mais blague à part, on a parlé de troubles dysphoriques menstruels, la préménopause, la ménopause. Il y a aussi un autre syndrome, je ne sais pas trop comment l'appeler, là, qui monte en popularité malheureusement, mais le PCOS, le syndrome des ovaires polykystiques, qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui. Dans le fond, il y a des critères qui ont été établis pour ce diagnostic-là. Ça s'appelle les critères de Rotterdam. En théorie, si tu en as 2 sur 3 qui sont positifs, tu souffres probablement de ça. Ah ouais, 2 sur 3, c'est tout? Quand même. Les critères, en fait, c'est des règles irrégulières. Là, des femmes qui vont avoir des absences de règles pendant plusieurs mois, mais plus ou moins d'avoir une irrégularité de plus ou moins de 10 jours, d'avoir des symptômes d'hyperandrogénisme, donc plus de pilosité ou d'acné, donc les androgènes. Après ça, tu peux faire une échographie, puis là, tu vas voir, par exemple, plusieurs petits follicules au niveau des ovaires. Donc, c'est comme ton corps essaie de produire. Puis, tu sais, on sait que c'est associé avec plusieurs choses, dont un inversement de LH sur FSH. Donc, ton corps essaie de produire probablement plus d'estrogène. Ça va passer par les androgènes. Puis, il y a aussi tout le concept de résistance à l'insuline qui vient avec ça. Donc, c'est comme un peu, finalement, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est pas un problème des ovaires, c'est un problème métabolique. C'est pas sur les ovaires. Là. Moi, ça sonnait de même dans ma tête. Oui, c'est ça. En fait, c'est même pas des kystes, c'est vraiment des follicules. C'est comme ton corps qui essaye de produire plus, là, parce que ces femmes-là, quand on les dose, on va le voir. Des fois, en fait, il y a souvent des cycles anovulatoires. Donc, si on n'ovule pas, on n'a pas de progestérone. Souvent, ils ont des très, très bas niveaux de progestérone et d'estrogène aussi. Donc, c'est comme si notre corps essaye de produire de l'estrogène, puis il va passer par les androgènes. Puis la résistance à l'insuline aussi augmente la production d'androgène. Donc, tout ça va faire que ces femmes-là vont avoir des symptômes qui sont vraiment pas le fun. Puis en effet, c'est ça. Encore, ce qu'on va donner, c'est souvent la pilule parce qu'on veut les faire saigner. Parce que comme ils n'ovulent pas, c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a un contexte Il y a à un ça, contexte. guys? Ça va être C'est ça, ça. l'extrait. On veut les faire saigner. On veut qu'il y ait des règles quand même parce qu'en théorie, si tu n'ovules pas, tu n'as pas de progestérone, tu peux épaissir ton endomètre puis la progestérone va venir comme contrebalancer l'effet de l'estrogène. Fait qu'ils vont souvent ou bien donner des progestines pour faire saigner, mettons, si tu ne saignes pas 3-4 fois par année, ou la pilule contraceptive qui va te faire anovuler. Fait que c'est pour ça qu'on veut essayer un peu de patcher le bobo sans nécessairement comprendre c'est quoi la physiopatho derrière. Puis moi, quand je leur explique aux femmes, puis il y a des femmes, oui, qui ont typique, là, plus de poils, un peu plus, en chair, je te dirais, un peu plus de poids. Puis des fois, on va commencer avec justement un bon entraînement, une bonne nutrition, puis ça va quand même s'améliorer. Des fois, je leur dis juste en perdant le poids, tu vas être capable de te remettre à avoir des cycles réguliers puis beaucoup moins de symptômes. Fait que c'est ça, il faut comprendre de où la personne part puis de voir un petit peu c'est quoi sa motivation. Puis on peut donner un certain support hormonal aussi à ce niveau-là, là, sans nécessairement prendre la pilule, parce que des femmes, des fois aussi, quand ils sont jeunes, ils veulent tomber enceintes. Fait que ils sont comme, pourquoi il faut... La seule solution qu'on me donne, c'est de prendre la pilule contraceptive, mais pourquoi je prendrais ça? Je veux tomber enceinte. Fait que il y a d'autres choses qui peuvent être données dans les lignes directrices, comme le metformin, qui va aider un petit peu à diminuer la résistance à l'insuline. Certains produits naturels comme l'inositol, qui a été quand même étudié, qui va aider justement aussi pour quelqu'un qui a des de fertilité. Fait qu'on peut parler justement de ces options-là. Encore une fois, je pense que dans des cas comme ça, je suis pas mal sûr que, comme tu dis, des fois, juste de perdre du poids, ça peut faire en sorte que ça améliore les symptômes. Mais dans des cas comme ça, je pense que c'est important de contextualiser comment le faire, comment bien le faire aussi, parce que j'ai entendu tellement d'histoires de... Je vais dire gens en général, mais je pense que je l'entends plus auprès des femmes, de femmes qui se sont fait dire « Ah, on m'avait dit qu'il fallait que je perde du poids, mais on m'a pas dit comment, on m'a juste dit qu'il fallait que je perde du poids. » Fait que là, à l'inverse, ça tombe dans des affaires tellement drastiques ou des affaires, des tox, puis des affaires comme ça qui font finalement... peut-être qu'ils ont perdu du poids, mais ça a peut-être même empiré les symptômes parce que ça a créé d'autres problèmes. Fait que je pense que
l'encadrement autour de ça doit être super important aussi. Oui, puis c'est pas consistant. On sait que les régimes, ça va pas... c'est un peu comme les médicaments aussi. Le Ozempic, ça peut être pratique chez certaines personnes, justement, pour donner aussi cette motivation-là. Puis des fois, c'est juste parce qu'ils ont tellement plus de confiance en elles aussi, là, que ça donne un petit kickstart. Des fois, je leur dis ça quand même, mais c'est sûr qu'en effet, pour avoir des changements qui durent, il faut avoir des habitudes de vie qui sont concordantes avec ça. Là. Fait que c'est vraiment régime et Ozempic. C'est sûr que pour une courte période, c'est rare que ça va réussir de perdurer vraiment nos résultats. Là. Non, c'est ça. Puis je présume que le mode de vie doit être une grosse partie de ce qui développe justement les SOPK finalement. Oui, mais c'est sûr que s'ils veulent se traiter, il faut falloir qu'ils le modifient parce que c'est tout leur métabolisme. Les autres ont plus à risque de diabète aussi. Là, c'est vraiment... c'est pas une entité qui est facile à traiter, puis c'est beaucoup plus commun qu'on pense, en fait. Oui. Vraiment, c'est fou, là. De plus en plus, oui. Puis comment est-ce que tu adresses ça en clinique avec ces femmes-là? Parce que oui, il y a le côté, OK, on peut peut-être te donner ci, on peut peut-être te donner ça qui va améliorer, mais il faut qu'on adresse le mode de vie, il faut qu'on adresse peut-être tes habitudes en termes de justement d'alimentation, en termes d'activité physique, de sommeil, tout ça. Comment... On s'entend que tu n'as pas le contrôle là-dessus parce que tu ne suis pas nécessairement tout le temps dehors de la clinique. Fait que comment tu adresses ça avec ces gens-là? Ben, il faut, un peu comme on fait en médecine familiale, il faut essayer de semer un peu la graine dans leur tête, là, en voulant dire, là, par exemple, SOPK, c'est clairement un syndrome métabolique. Fait que je vais leur dire, c'est quelque chose que si tu améliores tes habitudes de vie, tu vas pouvoir te traiter toi-même. Fait que, même je peux t'accompagner avec des médicaments, des substituts ou de l'hormonothérapie, mais si tu serais capable de le faire toi-même si tu étais capable de te prendre en charge. Fait que, de dire, ben moi, typiquement, là, je dirais que on a toute notre approche, mais moi, je vais souvent dire, surtout dans la périménopause, c'est un peu différent chez les filles plus jeunes, mais périménopause, j'aime beaucoup dire, essaie de marcher ton 10 000 pas par jour, de rester active au quotidien. Nous, en périménopause, on diminue le cardio. Là, on veut plus comme avoir une activité physique un peu plus constante, puis d'avoir de la muscu, justement, 3 fois par semaine, peu importe ce que tu aimes, mais c'est vraiment, on veut construire du muscle pour, justement, on sait que le muscle aussi est associé avec une longévité aussi et tout. Fait que, c'est sûr que, pour moi, c'est vraiment ça que je veux, qu'ils gagnent en force, puis qu'ils soient actifs sur une base régulière. Fait que ça, c'est comme ce que moi, je vais suggérer. Après ça, ben l'apport en protéines et en fibres, là, c'est vraiment ça que je vais aller préconiser. Ben, je ne vais pas d'emblée leur faire des diètes ou des choses comme ça. Fait que je vais les référer, c'est sûr, à des gens qui se connaissent plus après ça. Là, autant que ce soit de la naturopathie, autant de la kiné, je suis moins nutritionniste, c'est important aussi, là, moins diététiste. Là, j'aime mieux comme avoir des habitudes de vie justement qui sont concordantes avec quelque chose qui est bon à long terme. Là. Mm-hmm. Ouais. Puis comment est-ce, je présume que ça doit arriver, là, que tu dois avoir des clientes en général, que tu leur parles qu'ils doivent changer peut-être leurs habitudes de vie, alimentation, entraînement, tout ça, puis qu'ils le font pas, fait que les symptômes ne s'améliorent pas. Le discours a l'air de quoi à ce moment-là? Ça dépend vraiment de la personne. Par exemple, les ovaires polykystiques, comme je dis, moi, je peux soutenir au niveau hormonal les carences qui vont être créées par leurs habitudes de vie, parce que c'est sûr que l'impact, il est partout, là, autant... en fait, toutes les hormones interagissent ensemble, là, sérotonine, cortisol, dopamine. Fait que, comme, tout est relié. Fait que c'est sûr que si j'ai l'impression que la personne a de la misère à faire des changements de ses habitudes de vie, je vais quand même objectiver qu'il n'y a pas d'autre cause, les supporter s'il faut que je donne du fer, des choses comme ça. Puis après ça, regarder au niveau hormonal, qu'est-ce que je peux faire. Moi, ça ne change pas vraiment mon approche, pour être honnête, parce que je vais quand même vouloir optimiser les symptômes hormonalement. Je vais pas les laisser tomber, mettons, pour autant. Je vais pas vraiment les blâmer. C'est sûr que ça leur donne la motivation quand ils voient... on a une équipe aussi on veut aider les femmes, on aime ça quand même. On veut pas non plus qu'ils se sentent jugés. Là, fait que je pense que c'est important de passer par le bien-être puis de démontrer qu'on va quand même être là, finalement, là, pour les supporter, même si on a l'impression que tout pourrait être un peu plus géré par eux-mêmes. C'est un processus, tu sais, puis ça, je dis souvent, quand les femmes arrivent me voir, puis que ça fait 1 an c'est pas 1 an, un petit peu, presque 1 an qu'ils attendent des fois pour me voir, c'est vrai que l'Ozempic, tu sais, moi, comme je vous dis, c'est pas quelque chose que nécessairement je vais leur dire, c'est le remède miracle, tout comme les hormones, il n'y a rien qui est un miracle, mais ça arrive que, tu sais, ils ont tellement l'impression d'avoir pris du poids, justement, en ménopause, sont tellement découragés que là, ils se disent, tu sais, je me trouve trop grosse même pour aller au gym, là. Fait que je leur dis, tu sais, ça peut que ce soit juste un petit kickstart. Fait que des fois, j'essaie de trouver toutes les choses qui peuvent leur donner la motivation de se prendre en main, tu sais. Puis ça arrive, j'en ai des success stories que les femmes, j'aurais commencé l'Ozempic, puis je leur ai dit, ben c'est vraiment juste pour te donner cette petite volonté-là. Puis dans le fond, après ça, ils ont été capables de... Fait que c'est vraiment, on essaie de trouver tous les trucs qu'on peut avoir, là, dans le fond, dans notre boîte à outils. J'aime voir l'Ozempic dans ces situations-là comme... La différence entre essayer de partir un feu à bois juste avec comme
deux cailloux Deux ensemble, roches, puis la puis un bout différence de entre bois. juste mettre de l'huile dedans, ça va partir pas mal plus facilement, Ouais. mais après ça, il faut que tu le gardes le feu allumé. Fait que, tu sais, c'est un petit peu comme ça que je le vois, où est-ce que c'est pas nécessairement une solution à long terme, mais ça peut te donner le petit coup de pouce que tu as besoin pour commencer, pour te donner un boost de... Tu sais, veux pas, des fois, surtout les personnes qui ont un gros surpoids, des fois, même juste aller prendre des marches, c'est difficile. Je parle vraiment de très gros surpoids, mais ne serait-ce que les petites activités physiques au quotidien peuvent être difficiles. Puis ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose on veut recevoir éventuellement quelqu'un pour parler vraiment spécifiquement des GLP-1, mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que beaucoup de gens réalisent pas. T'sais, du monde qui ont toujours été en shape puis qui ont toujours été en santé, ils sont comme, mais voyons, ils pourraient juste aller marcher et aller s'entraîner, mais c'est facile pour toi de dire ça, mais des fois, pour certaines personnes, c'est vraiment plus difficile. Fait que je me dis, si on peut au moins leur donner le petit coup de pouce pour commencer, pour faciliter le début, parce que c'est toujours au début que c'est le plus difficile, pour qu'après ça, ils puissent continuer comme d'eux-mêmes, je me dis, il est où le mal là-dedans? Puis, tu sais, de plus en plus, quand tu vas dans les congrès, mettons, en endocrinologie ou sur l'obésité, ils vont parler de l'obésité comme d'une maladie chronique. Fait qu'en effet, nous, on parle d'un petit kickstart, mais en théorie, quand les médecins parlent de cette molécule-là, c'est à vie. Tu sais, ils vont souvent dire ça. Ils vont dire c'est comme ton diabète. En même temps, c'est vrai que si tu réussis à t'en sortir toi-même, tu vas l'arrêter. Hein. C'est comme n'importe quelle médication pour l'hypertension et autres. Mais en théorie, c'est ça. Il y a probablement pas les mêmes doses, peut-être au départ, que des petites doses d'entretien. Mais de plus en plus, ils vont dire, une fois que tu es là-dessus, on n'arrête pas. Idéalement, c'est ça, on essaye que que nos personnes retrouvent cette motivation-là puis qu'ils soient capables de... Puis, tu sais, il faut faire attention aussi, puis c'est surtout au niveau de la perte de poids là, très initiale qui est très importante parce que c'est souvent une perte de masse musculaire, là, plus qu'on constate. Fait que c'est ça qu'on veut vraiment, vraiment éviter. Là. Fait que, tu sais, on va dire minimum 1 gramme par kilo de poids. Là, tu sais. Moi, je leur dis souvent comme 100 grammes de protéines par jour, peu importe leur poids. Là. Comme ça, je vais être capable d'avoir... Gros minimum, ouais, gros 100 grammes minimum. de protéines par jour. Ça fait beaucoup, là. Mais tu sais, c'est ça, ils me regardent comme ça, mais je leur dis, tu sais, je sais que les gens sont contents quand ils perdent vite, mais tu sais, moi, je suis pas contente quand ils perdent vite parce que je sais que c'est comme, oh my Il y a une God. bonne partie C'est de la masse musculaire là-dedans. musculaire. Là. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Fait que, en théorie, quand on parle des GLP-1, ils vont dire que c'est chronique, c'est pas mal à vie, mais moi, dans ma pratique, c'est pas des gens que, justement, c'est pas nécessairement... Peut-être que, justement, ce qu'on veut donner comme aide, puis peut-être le soutien hormonal aussi les aide peut-être à aller à un autre niveau puis à se prendre en main, mais c'est pas tout le monde qui sont capables, tu sais, puis c'est complexe à visiter, là, tu sais, c'est ça, il y a comme toute une composante aussi psychologique là, qui vient avec ça, fait que... Mais 100%. Puis, tu sais, les femmes en ménopause, préménopause, souvent, ça fait longtemps qu'ils essayent de perdre du poids puis sont pas capables, justement, parce que ben, quand tes hormones ne coopèrent pas, veux pas, c'est comme... C'est hors de ton contrôle. Il y en a qui... J'en ai connu des femmes qui s'entraînaient comme de façon régulière, puis pas excessivement non plus, qui mangeaient bien toute leur vie, puis boum, il y a eu une grosse prise de poids juste à cause des fluctuations hormonales. Fait qu'à ce moment-là, c'est très difficile quand t'es comme, mais j'ai déjà tout bien fait toute ma vie, puis là, ça me tombe d'en face. Des fois, c'est 10, des fois, c'est 20, des fois, ça peut aller jusqu'à 60 livres. Là, c'est fou. Fait que, tu sais, souvent, ils vont se sentir très, très désemparés. Puis moi, je pense, je suis vraiment pas contre l'Ozempic, mais comme tu le mentionnes, moi, c'est plus dans une optique de, bon, ben si ça peut t'aider, que c'est un kickstart. Puis des fois, moi, j'ai une cliente en ce moment qui vient de se le faire conseiller, que je veux qu'on reçoive éventuellement au podcast, parce que elle est rendue avec des problèmes de santé vraiment très graves là, à cause de sa condition. Puis elle a pris du poids juste parce qu'elle a été blessée puis qu'elle était incapable de rien faire par elle-même pendant plusieurs mois. T'sais. Fait que c'était pas voulu, c'est pas qu'elle est paresseuse, c'est pas rien. Puis au contraire, elle fait full attention à ses habitudes de vie. Fait que il y a certains cas dans lesquels je pense que hormonothérapie Ozempic, effectivement, ça peut être très, très bénéfique. Là. Oui, c'est clair. Puis on a parlé beaucoup des femmes. As-tu des hommes dans ta pratique aussi? Oui. Qui sont comme, j'ai vu souvent tout le monde, puis je suis rendue à toi. Oui. Ben, les hommes, je trouve que de manière générale, ont moins un problème d'accès que les femmes, je trouve. Puis c'est souvent les conjoints de mes femmes, parce que les femmes, ils vont mieux. Puis là, ils sont comme mon chum, lui, il va pas bien. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, en fait, les symptômes se ressemblent. On n'a pas parlé encore des multiples symptômes de la préménopause, mais si tout le monde a vu l'automéno, on peut savoir que c'est finalement un peu n'importe quoi. Mais si on peut parler des hommes, on reviendra peut-être aux femmes après, mais les hommes, bon, typiquement, c'est plus la libido, dysfonction érectile. Des fois, c'est avec des niveaux de testostérone quand même plus bas qu'on va voir ces symptômes-là arriver, mais avant ça, il peut y avoir quand même plus de fatigue, plus d'irritabilité. Il peut y avoir quand même des troubles du sommeil. Il peut en avoir des bouffées de chaleur, des sueurs la nuit, ça arrive quand même. Perte de masse musculaire, moins d'endurance à l'effort physique aussi. Fait que, c'est des choses qui sont
Puis plus insidieuse peut-être, quoique chez les femmes aussi c'est très insidieux finalement, mais ça va être comme la testostérone va diminuer graduellement, par exemple d'1% par année à partir de l'âge de 40 ans. Il y a des gens qui vont le remarquer plus, d'autres un petit peu moins. Fait que c'est ça, c'est quand même intéressant d'aller voir ça. C'est sûr qu'encore là, il faut exclure d'autres causes, mais c'est quelque chose que je vois, oui, définitivement dans ma pratique. C'est ça, j'allais dire. À quel point est-ce qu'on peut associer ces symptômes-là au mode de vie, de peut-être, tu sais, malnutrition, peu d'activité physique, stress chronique parce que ça travaille vraiment beaucoup, tout ce genre d'affaires-là. À quel point est-ce qu'on peut l'associer à justement peut-être le côté hormonal qui peut-être est en train de changer au fur et à mesure du vieillissement? À quel point c'est un mélange des deux? J'imagine qu'il y en a un qui va impacter l'autre aussi un peu mutuellement. Oui, un peu comme la préménopause puis la ménopause. Les gens aussi, après les enfants, où on les voit, ils se priorisent moins. Hein, il y a souvent ça, là, on va leur dire, mais qu'est-ce que vous faites comme activité physique? Qu'est-ce que vous faites qui vous fait plaisir? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous avez... Fait que souvent, c'est non, parce que là, il faut que je conduire mes enfants au soccer 3 fois par semaine. Fait qu'il y a tout ça là, qui est quand même à considérer, là, qui est quand même assez important. Puis les hommes comme les femmes, ça peut être le travail, ça peut être le stress. Il y a tellement de choses qui vont venir influencer sur... Mais oui, les hommes et les femmes en ont besoin, puis les symptômes sont quand même assez similaires. Chez les femmes, on n'a pas encore parlé, mais symptômes plus communs, je te dirais, c'est plus comme irritabilité. En fait, vouloir sacrer son camp à chaque mois. Là, souvent, les SPM qui étaient déjà sévères vont être encore pires là, dans la période de préménopause, parce que si c'est déjà en plus une sensibilité accrue à tes fluctuations hormonales, bien là, en plus, quand tu as un débalancement ou une irrégularité, je te dirais, dans la production de tes hormones, bien là, c'est encore pire. Fait que irritabilité, anxiété, troubles du sommeil, fatigue intense, brain fog, là, troubles de mémoire, chercher ces mots. Le nombre de TDAH de la femme là, dans la quarantaine, là, tout d'un coup qui développe un TDAH, OK. Peut-être que des débalancements hormonaux peut peut-être faire comme exacerber une condition qui était déjà là puis peut-être pas diagnostiquée. Mais ça arrive souvent que quand je commence la thérapie, tout d'un coup, le brain fog s'améliore. Fait que c'est peut-être pas ça finalement. Les douleurs aussi, là, musculaires, articulaires, les raideurs. Des fois, ils se lèvent le matin et ils disent « Ah, je me sens comme une petite vieille de 90 ans ». C'est quelque chose que j'ai souvent. Puis les fibromyalgies aussi, dans la quarantaine, là, la fibro. Ouais. Fait que, j'en ai eu des femmes qui étaient suivies en médecine interne, puis qu'ils ne trouvaient pas, puis ils étaient sous plein de médicaments et la ville, des antidouleurs et tout. Puis ça ne marchait pas. Puis les hormones, ça a comme réglé, voire amélioré à tout le moins là, la condition. Fait que, il y a plein de choses qu'on ne suspecte pas. Mais les symptômes, c'est comme... C'est infini, là, la liste, là, de la sécheresse vaginale à l'incontinence, tout ce qui est plus génito-urinaire aussi, on n'en parle pas non plus, là, de ça. C'est comme un peu la zone, la no-go zone, on dirait, là, quasiment. On n'en parle pas des problématiques que ça peut amener. Puis, des crèmes d'estrogène qui sont importantes. Il y a des lasers vaginaux qui fonctionnent. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être des options intéressantes, en tout cas, pour les femmes. Pour la sécheresse vaginale, ça? Oui. Ah. Oui, sécheresse vaginale. Dans le fond, ça peut être lié à la carence d'estrogène graduelle. Fait que dans le fond, l'estrogène, c'est pour ça que les femmes ont des symptômes beaucoup de sécheresse, autant vaginale qu'au niveau des muqueuses. Des fois, ils vont dire j'ai la bouche sèche, les yeux sèches, la peau sèche. Perte de cheveux aussi. Il y a plein de choses qui vont se passer à ce niveau-là. Mais l'estrogène, comme tel, elle va amener le glycogène dans la peau, fait qu'elle va amener l'hydratation, finalement, un peu partout, les muqueuses, puis la peau. Fait que c'est pour ça qu'on a plus de sécheresse vaginale à la ménopause. Et ça, c'est valable pour les gars aussi qui se piquent avec la test. C'est important de garder un certain niveau d'estrogène. Ah oui, OK, ceux qui se donnent des bloqueurs et tout. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est quoi, selon toi, les symptômes les plus fréquents qui pourraient revenir en fonction de peut-être c'est quoi la source du problème, entre guillemets, que ce soit un débalancement au niveau estrogène, progestérone, quoi que ce soit? Y a-tu des symptômes qui te disent un peu plus « Ah, c'est probablement ça », puis si t'en vois d'autres, t'es comme « Ah non, c'est probablement plus ça à la place ». Y en a-tu qui reviennent plus souvent, qui t'indiquent d'un bord plus que de l'autre? Oui, bien, tu sais, en fait, si on regarde à la physiopathologie de comment que les hormones agissent, je te dirais, l'estrogène, c'est lui qui est le plus étudié. Okay? De manière générale, l'estrogène, ça va être vasodilatateur, ça va être anti-inflammatoire, ça a un effet vraiment important. C'est pour ça que ça va être très protecteur au niveau cardiovasculaire puis au niveau du cerveau, parce que ça amène plus de vascularisation finalement aux organes. Donc, je dirais que le brain fog, je l'associe, puis brain fog, les douleurs aussi, douleurs articulaires, brain fog, douleurs articulaires, puis bouffée de chaleur qui est comme l'indication officielle de donner de l'hormonothérapie, la bouffée de chaleur sueur nocturne. C'est très, très estrogénique. Par contre, ça arrive que tu donnes de la progestérone seulement en préménopause, puis qu'il y a quand même une amélioration, par exemple, sommeil, c'est sûr. La progestérone, c'est vraiment le trouble du sommeil. Pour moi, progestérone, c'est comme... Mais encore là, ça dépend de où est-ce que tu en es. Ça dépend de ton âge, ça dépend de... Tu sais, il y a une multitude de symptômes qui vont venir. OK, là, ça a l'air plus... Mettons, typiquement, quand les femmes ont une prise de poids en préménopause plus comme rétention d'eau, ça, c'est plus estrogénique. Puis la progestérone, elle vient balancer les effets de l'estrogène, donc elle est plus relaxante. C'est l'hormone qui est anxiolytique, plus diurétique. Fait que c'est pour ça que ça va avoir un effet un peu contraire. Fait que c'est pour ça que dans la première période, en fait,
on pourrait dire dans la préménopause, les 10 ans avant la ménopause, l'estrogène va faire des grandes fluctuations. C'est comme si ton corps, il se dit, ben là, OK, les ovaires commencent à être un peu dysfonctionnels ou un peu fatigués, puis là, ton corps veut essayer de produire de l'estrogène, fait qu'il va envoyer un message à ton cerveau d'augmenter la FSH, puis là, il va venir pulser la FSH. Donc, ça, là, c'est comme des pics d'estrogène puis des drops d'estrogène. Donc, c'est pour ça que, puis de moins en moins, tu vas avoir des cycles qui sont ovulatoires. Donc, graduellement, moins de progestérone, mais de manière plus anarchique, je te dirais, l'estrogène va faire en haut, en bas, en haut, en bas. Fait que dans cette période-là, c'est plus souvent la progestérone. Puis dans ces périodes-là, c'est plus souvent de l'anxiété, de l'agressivité, rétention d'eau. Ça peut avoir des bouffées de chaleur quand ils sont dans leur down. Fait que c'est pour ça que c'est... Quand on a l'impression qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'anxiété, qu'il y a plus de fluctuations d'estrogène dans la façon où ils vont s'exprimer, je vais comme commencer plus avec la progestérone, puis aussi avec mon bilan. Puis après ça, plus je vais l'accompagner. Puis typiquement, ce serait plus peut-être l'apparition de plus de douleurs articulaires, de plus de brain fog, puis de plus de sueur nocturne, bouffée de chaleur, qui va faire, OK, peut-être que là, on peut commencer un peu plus d'estrogène en collaboration avec les bilans. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment très, très personnalisé. Mais c'est dur parce que, par exemple, il y a des symptômes qui peuvent être dus à trop de... En fait, comme je disais, les mêmes symptômes peuvent être dus à trop que pas assez. Comme pas en tout, ouais. Puis les douleurs au sein, par exemple, ça peut être dû à trop d'estrogène ou trop de progestérone. Fait que, tu sais, des fois aussi, le bilan va nous aider. Là. Des fois, ça nous permet pas de différencier vraiment très, très spécifiquement là, les symptômes. C'est vraiment un petit peu les deux qui peuvent donner des fois des symptômes similaires. Là. Ouais, puis je présume que pas mal une des seules façons de déterminer est-ce que c'est vraiment un débalancement hormonal ou est-ce que c'est causé par juste un mode de vie qui est zéro adapté, ça va être justement de passer des tests, de faire des prises de sang puis tout ça. Bien, encore là, tu sais, la préménopause, c'est un diagnostic qui est clinique, tu sais, fait que il y a des femmes quand même que je vais le voir à l'examen. En fait, je vais les questionner, je vais voir que leurs habitudes de vie sont vraiment pas bonnes, mais ça n'empêchera pas qu'ils peuvent répondre quand même cliniquement à la progestérone. Fait que des fois, ces gens-là qui ont des vraiment pas bonnes habitudes de vie, malheureusement, ils vont quand même avoir des bilans normaux, mais peuvent quand même répondre cliniquement à la progestérone. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est pas tant ça là, qui fait mon diagnostic, c'est vraiment plus la clinique, puis les symptômes, puis comment que ça a évolué, puis c'est vraiment quoi spécifiquement. Mais en effet, les bilans vont nous permettre d'exclure d'autres choses qui quand même est vraiment pertinent dans plusieurs cas. Là. Je présume qu'il doit avoir un côté perception aussi, dans le sens où je présume qu'ils doivent avoir des bilans qui sont peut-être, disons, sur papier moins beaux, mais leur perception est comme, ben, ça va relativement bien. Comme ils doivent avoir l'inverse, qu'ils doivent avoir l'impression que ma vie, c'est de la merde, puis pourtant, tu regardes des bilans, puis t'es comme, pourtant, ça a l'air clean. Je présume qu'il doit avoir un facteur individuel à ce niveau-là aussi. Oui, tout à fait. Ah oui, il y a des patientes que juste avant de les appeler, je regarde leur bilan, je suis comme, oh my God, ça doit pas bien aller, puis finalement, ça va vraiment bien. Fait que ça arrive. C'est pour ça qu'il faut pas se fier au bilan pour dire que tout est normal ou que tout est pas bon. T'sais. C'est vraiment juste l'expérience clinique, c'est d'être capable de corroborer un bilan avec une personne qui me dit ça, moi, mettons, ça a peut-être pas l'air anormal, mais moi, je me sens bien avec ça. Fait que c'est pour ça que c'est plus compliqué que juste tout est beau ou comme de dire ça prend un bilan pour te diagnostiquer. Non, c'est pas vrai non plus. T'sais, c'est vraiment comme une expérience, c'est pour ça qui est comme peut-être complexe et longue à acquérir, mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment enseigné. En fait, qui n'est pas enseigné à l'école de médecine. Il faut vraiment que tu fasses des formations un peu plus ailleurs, puis que tu développes cette expérience-là clinique avec d'autres médecins aussi. Puis nous, on a des groupes de discussion à chaque 2 semaines. On est plusieurs médecins et professionnels de la santé qui, à chaque 2 semaines, on prend 3 heures de notre temps puis on parle de cas patients là, pendant comme... Fait qu'on lit des études scientifiques. On est vraiment comme motivés parce qu'on sait qu'on est comme une petite gang puis on sait qu'on est un petit peu à contre-courant à certains moments, là, un petit peu hors des lignes directrices parce qu'on comprend bien puis on veut comprendre comment on peut traiter les femmes différemment en regardant un petit peu les subtilités entre les types d'hormones puis les façons de donner les hormones. On se bat un peu contre la peur qui est injustifiée de l'hormonothérapie qui vient de l'étude WHI. Puis je ne sais pas si vous voulez rentrer dans ce sujet. Oui, c'est quoi cette étude-là? Ouais. Mais dans le fond, en 2001-2002, ils ont fait une étude. En fait, il y avait tellement de littérature qui démontrait les bénéfices en prévention cardiovasculaire avec l'hormonothérapie qui se sont dit, même ils disaient là, dans les années 80-90, il y avait tellement de littérature favorable que les cardiologues faisaient comme des round tables de comment on peut augmenter l'adhérence de nos femmes à l'hormonothérapie parce que c'est vraiment comme des chiffres qui sont incroyables. Ce qu'on a comme donné en prévention, exactement. Fait que là, ils ont fait une énorme étude sur le NIH aux États-Unis. C'est vraiment comme fondé, mais ça a coûté extrêmement cher, cette étude. Puis malheureusement, on n'aura jamais cette étude-là, de ce degré-là, de qualité d'étude avec les hormones bioidentiques. On a plein de bonnes études.
randomisées et contrôlées de l'institut avec les hormones bioidentiques, mais c'est juste la qualité, le nombre de femmes, on l'aura pas. T'sais. Fait que c'est devenu comme le gold standard. La problématique, c'est que le primary outcome, dans le fond, ce qu'on voulait regarder, c'est vraiment les événements cardiovasculaires. Puis ils ont pris des femmes de tout âge. Fait que c'est ça l'affaire. Ils n'ont pas pris des femmes qui étaient fraîchement ménopausées ou plus jeunes. Ils ont pris des femmes 63 ans en moyenne, qui étaient déjà, il y avait d'autres comorbidités. Là. Il y avait plus malades un petit peu même que la norme, l'hypertension, cholestérol et autres. Puis là, leur ont toutes donné des hormones, mais des hormones synthétiques, donc le Premarin puis le Provera. Donc, finalement, il y a eu des différentes problématiques qu'on a pu voir apparaître avec ça. Par exemple, les estrogènes oraux, c'est sûr que ça augmente un petit peu le risque de caillot. La progestine qu'on utilisait, qui est vraiment différente de l'hormone que le corps produit, était plus pro-inflammatoire, fait qu'elle avait un profil cardiovasculaire un peu moins bon. Puis aussi au niveau du cancer du sein. Fait que c'est pas notre molécule préférée, je vous dirais, là, de manière générale. Mais même dans cette étude-là, puis qui est sortie à cause que, oh mon Dieu, elle a été arrêtée précocement à cause de l'augmentation du risque de cancer du sein. Si on prenait les femmes, parce qu'il y avait 2 groupes de femmes, une qui avait des utérus, puis l'autre qui n'en avait pas. Puis quand tu as un utérus, il fallait une hystérectomie, dans le fond. Fait que si tu avais eu une hystérectomie, tu n'étais pas obligé d'avoir la progestine, tu prenais juste l'estrogène synthétique. Puis ces femmes-là qui ont pris juste de l'estrogène synthétique, il y a une diminution de 23 % de leur risque de cancer du sein, là, significative. Puis ces femmes-là, ils avaient un cancer moins agressif, puis ils en mouraient moins de leur cancer. Fait que c'était vraiment comme, finalement, l'estrogène, c'est le contraire de ce qu'on pensait. Là. C'était vraiment préventif. Par contre, quand on rajoutait la progestine synthétique au groupe qui avait des utérus, on n'avait pas le choix d'en donner. À ce moment-là, on venait annuler le risque. Fait que ça a été comme vraiment une grosse controverse qui a fait beaucoup plus de peur que de mal. Oui, c'est ça. Fait que ça a été vraiment comme problématique. Moi, j'appelle ça un peu la génération des boomers, là, qui ont de boomer are pissed, là, en voulant dire comme ils ont manqué tout cet aspect préventif-là, que les hormones peuvent... Puis ils n'ont même pas le droit d'avoir cette discussion-là parce que c'était comme, non, les hormones, ça donne le cancer. T'sais, fait que c'est comme, la discussion n'est plus du tout ouverte. Puis en fait, c'est ça dépend en fait de quel type d'hormones, à qui tu les donnes. Fait que c'est vraiment c'est toujours une question de contexte. Oui. Puis c'est pour ça aussi qu'on vous dit que vous n'êtes pas toutes faites pour interpréter les études scientifiques. C'est assez complexe. Oui. Ça, même en fait, les résultats sont sortis trop tôt. Il y a un livre super passionnant, là, ça s'appelle Estrogen Matters, puis c'est écrit par un oncologue américain, Dr. Avrum Blooming, que sa femme a eu un cancer du sein, puis il décortique toutes les hormones, en fait, des types d'hormones. Puis il dit même, si on regarde, mettons, 26 études où c'était des hormones synthétiques qu'on donne, par exemple, chez les femmes qui ont eu des cancers du sein, on leur donne des hormones après, le risque est vraiment très, 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 très faible. Puis encore là, c'est juste dans une étude sur 26. Fait que, ça nous permet de comprendre, en fait, on se met à pas comprendre pourquoi on a aussi peur des hormones, mais il faut vraiment être capable de les analyser puis d'avoir des sources qui sont fiables aussi, là, de l'information. Mais c'est que je pense qu'au niveau des hormones, veut pas, c'est ce qui dicte beaucoup la santé en règle générale. Là. Quelqu'un qui a des balancements hormonaux, whatever, ça peut être très dangereux, ça peut être très néfaste lorsque c'est mal fait, je crois, parce que veut pas, le corps va toujours essayer de s'adapter. Fait que si, effectivement, tu donnes pas nécessairement la bonne molécule à quelqu'un, tu peux avoir des effets beaucoup plus négatifs que positifs, mais on oublie qu'il y a l'inverse aussi. T'sais, ça reste que ces traitements-là ont été développés pour certaines conditions qui peuvent être grandement améliorées avec ça. C'est pour ça que oui, il y a eu un abus, je trouve, autant au niveau de la pilule contraceptive que des antidépresseurs, qu'on peut d'ailleurs en parler, là, mais qui ont été prescrits, selon moi, à outrance pour un oui ou un non, et surtout avec un gros manque d'écoute, je pense. C'est ce qui revient beaucoup de la part des gens qui s'en sont fait prescrire. C'est comme, j'ai juste OK, parfait, tu files pas bien, voici un antidépresseur. T'sais, après ça, tu demandes à ces personnes-là, est-ce que tu te sens mieux? Non, je suis moins pire, j'ai plus envie de me gonner, mais je vais pas tellement mieux non plus, tu sais. Fait que je pense que c'est beaucoup l'abus de ça, puis donné dans des contextes où est-ce que ça aurait pas dû être donné, ou au moins donné avec plus de contexte, justement, à ces personnes-là, qui a fait en sorte que c'est devenu comme proscrit par la société, puis là, tout le monde veut des trucs naturels alors que tout est chimique, là. Et que des trucs naturels, ça peut être dangereux aussi. Il y en a, j'avais vu à un moment donné juste une compagnie de suppléments qui disait que ça pouvait guérir le diabète. C'est comme, non, tu guéris pas le diabète avec des détox puis des poudres de protéines. C'est pas de même ça fonctionne. Fait que je pense que c'était beaucoup le contexte dans lequel ça a été prescrit qui a fait en sorte que là, tout le monde s'est mis à en avoir peur parce que ils n'ont pas eu des bonnes expériences. Puis toi, selon toi, justement, est-ce que tu as vu ça dans ta pratique, la prescription à outrance, par exemple, d'antidépresseurs? Bien, en fait, on le sait qu'après l'étude WHI, justement, là, quand que les femmes ils ont toutes arrêté leurs hormones,
Les pressions antidépresseurs ont monté. Je pense que c'est 300%. Là, c'était un chiffre incroyable. Rien de moins, là. C'est ça. Fait que c'était vraiment comme, ben là, parce que toutes les Mais c'est femmes normal. pas. Tu te donnes des hormones dans ton Ouais. corps, après ça, tu fais « fuck you, t'en as plus ». Faut qu'il essaye de se balancer, le pauvre. Ben oui. Non, c'est ça. Fait que ça a été comme... puis après ça, t'as toute la pharmaceutique. Là, tu dis pourquoi est-ce qu'après ça n'a pas été d'effet? Parce qu'on le sait que finalement, l'analyse est sortie trop tôt. Ça a fait comme un gros sensationnalisme journalistique qui a fait vraiment peur aux femmes. Puis après ça, pourquoi ça n'a pas été rectifié? Le mal était fait. Là. Fait que, puis après ça, y a-tu eu des pressions? Tu dis, il y a tellement de gens qui ont profité de ça après ça. C'est plate à dire, là, mais on peut pas croire maintenant quand on lit la littérature puis qu'on regarde qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est fait. Là. C'est comme s'ils n'ont pas été capables de renverser la vapeur. Puis les femmes en ont grandement souffert. Mais tu sais, c'est drôle parce que hier soir, je donnais une conférence à des femmes d'affaires. Puis il y a une femme en fait, j'ai parlé à 2 femmes avant de commencer. Puis là, il y en a une qui me dit, elle dit, elle dit, c'est sûr que je prends des hormones. Elle dit, voyons donc, comment tu veux que je sois fonctionnelle? Je prenais pas d'hormones, tu sais. Puis ça, c'était comme la génération, elle avait peut-être dans la quarantaine. Puis une autre qui est venue me voir puis qui dit là, ce soir, tu vas essayer de nous convaincre de prendre des hormones. Puis elle était dans la soixantaine. Fait que j'étais comme vraiment le clash des générations. Mais moi, je le vois vraiment dans ma pratique que c'est les jeunes filles sont comme. Moi, dans 10 ans, là, on va parler de. Ce que je fais, ça va être. D'après moi, ça va être du bread and butter. Là. Je ne serai pas la seule, comme là, je suis comme une des seules, puis j'ai l'impression qu'on se bat, puis on est comme en train d'être un précurseur ou un disruptor, là, un peu du système. Mais d'après moi, dans 10 ans, puis ça va venir des femmes. Là, ça va venir parce que nous, comme petits médecins, on est pris un peu avec les lignes directrices. On doit un petit peu essayer de se battre contre les grandes pharma, puis on a l'impression d'être seul un peu dans notre bureau avec nos patientes. Mais j'ai l'impression que la révolution va venir des femmes elles-mêmes. Puis dans 10 ans... 10, 15 ans, pire, parce que quand il y a des études qui sortent, ça prend, avant de changer le système d'éducation et tout, ça prend comme à peu près ça, là, 10 à 15 ans. Fait que c'est juste que c'est long avant d'implémenter. Puis le Y a fait beaucoup, beaucoup de tort. Puis ça a vraiment influencé les institutions très, très profondément, comme quoi que l'estrogène était dangereux. Là, moi, je dis souvent à mes patientes, si nos hormones à nous étaient dangereuses, je trouve ça un peu misogyne même de dire ça. Tes hormones à toi que tu produis, qui t'aident à fonctionner toute ta vie, que tu as des enfants grâce à ça, sont dangereuses pour toi. Si c'était dangereux, dans l'évolution de l'homme, on les aurait perdues, là, nos hormones. Fait qu'il y a quelque chose de... Pourquoi la testostérone? Pourquoi on n'a jamais dit ça pour les hormones masculines? Là? C'est vraiment comme les hormones féminines. La test, ça, c'est the way to go. Là. C'est merveilleux, la testostérone. Oui, fait que c'est un petit peu... Puis ça, c'est vraiment juste teinté à cause qu'on n'a pas utilisé les bonnes hormones avec les bonnes patientes, puis que ça a comme fait peur à tout le monde. Fait que c'est un peu triste. On le voit beaucoup dans la littérature scientifique aussi. Les femmes sont souvent excluses des études ou sont du moins mal représentées. Excluses? Non. Exclus. Mais exclues, pas avec un S à la fin. Donc, si elles sont exclues... Non? C'est pas grave. UES, je pensais que c'était S. En tout cas, bref, ils ont été exclus. Voilà. Mais on le voit beaucoup, là. Puis c'est de plus en plus, je pense, lentement, mais de plus en plus, ils commencent à avoir des études peut-être de meilleure qualité qui vont inclure des femmes un peu plus. Mais ça a longtemps, et ça l'est encore, un problème au niveau des études scientifiques. Mais tranquillement, on fait du chemin là-dedans. C'est juste depuis 1993, en fait, qu'on inclut les femmes. Avant ça, en fait, c'est plus compliqué d'étudier une femme, hein, parce qu'il y a toujours... Quand tu étudies, souvent, c'est comme un outcome. Tu veux regarder certaines choses. Puis les femmes, ils ont des cycles. Ouais, les femelles ont des cycles. Fait que ça peut venir changer les données. J'avais une de mes patientes, justement, qui était chercheuse, puis elle disait, non, nous, quand on fait de la recherche, par exemple, pour comprendre telle affaire qui fonctionne chez les souris, par exemple, on va exclure les femelles toujours parce que c'est compliqué. Parce qu'après ça, il faut comme travailler nos données pour que ça fonctionne, puis il y a trop de fluctuations. Fait que les femmes, on est plus complexe. Fait qu'on est souvent retiré à cause peut-être du risque de grossesse ou à cause de plein d'autres raisons des études. T'sais, par exemple, les statines n'ont jamais été étudiées chez la femme. Fait que c'est quelque chose que nous, on est souvent considérés de manière générale pour la médication, pour la pharma, comme des hommes avec des vagins. Mais on est quand même vraiment différentes. Là. Non, mais c'est ça. J'ai l'impression que les femmes se font donner des recommandations basées sur des données masculines, mais qu'on a juste... On leur donne la même chose parce qu'on n'a juste pas les données chez les femmes. Fait que c'est comme, on a ça chez les hommes, ça va être la même chose pour toi. Exactement. Fait que c'est comme... Un autre débalancement hormonal qui touche beaucoup de gens, puis moi, j'ai perçu plus de femmes. En même temps, je travaille juste avec des femmes, fait que j'ai peut-être juste pas vu. C'est très biaisé comme oui, c'est vraiment comme très biaisé. Ben, tu me diras si c'est biaisé ou si c'est actually des faits. Mais la glande thyroïde, qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, c'est un sujet hot. Ben c'est sûr. Ben c'est sûr que, en fait, je trouve qu'on sous-estime
l'impact, de la glande thyroïde, parce que tout est interrelié encore là, les hormones thyroïdiennes, les hormones féminines, le cortisol, bon, tout est interrelié. C'est sûr que la TSH, la TSH, c'est ce qu'on va faire, mettons, en médecine familiale. Là. La plupart des médecins sont capables de doser la TSH. Puis encore, quand tu vas dans les congrès, dans l'endocrinologie, ils vont dire que c'est la seule chose qu'on devrait doser. La TSH, ça reflète assez bien. Par contre, si tu recommences à fouiller un petit peu, il y a des gens, par exemple, qui pourraient avoir les organes qui vont moins bien répondre, je dirais, comme que la fonctionnalité des hormones thyroïdiennes, dans le fond, au niveau de l'efficacité, au niveau des organes, soit au niveau... on peut doser ça, par exemple, avec les réflexes tendineux. On peut regarder ça par rapport à l'impact sur le cholestérol. Fait que, on peut voir comment les hormones thyroïdiennes vont affecter notre métabolisme, je dirais, de base. Puis des fois, il y a des études qui regardent est-ce que le niveau de TSH corrobore avec l'activité des hormones au tissu. Puis pas tout le temps. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, puis de dire que, par exemple, on devrait traiter juste si tu es dans une certaine norme, par exemple. Quand on fait une moyenne, mettons, de population, là, c'est souvent pris chez des jeunes, là, dans le fond, on va dire, t'es normal, c'était entre 0,5 et 6. Ça veut dire que tu as 95% des gens qui sont normaux dans cet intervalle-là. Puis tu as comme un 2,5% à chaque barre, dans le fond, qui ça, c'est la maladie. Mais si tu es comme au 3%, ou si tu es comme au 3, 4, 5, est-ce que tu es nécessairement plus en santé que les gens qui étaient... Fait que c'est vraiment juste une norme populationnelle, mais qui n'est pas nécessairement comme adaptée à chaque tranche d'âge non plus, à chaque personnalité, finalement, personne. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme un sujet assez particulier. Moi, je vois beaucoup d'hypothyroïdie subclinique. Ça veut dire qu'ils ont quand même la TSH qui est comme limite, mais qui ont tous les symptômes, puis qui vont répondre cliniquement à des médicaments, comme du Synthroid, entre autres. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi, je vais des fois pousser l'investigation un petit peu plus, là, regarder la T3, la T4, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes à convertir leur T4 en T3. Ils vont faire aussi de la reverse T3. Je ne demande pas chez tout le monde, mais tu sais, quand j'ai quelque chose qui ne répond pas à mon traitement traditionnel, que je veux quand même aller... c'est sûr que moi, je vois encore là en 5e ligne, là, c'est rare que je vois des gens... c'est ça, que c'est juste la médecine familiale typique que je fais plus, là, fait que c'est vraiment des gens qui ont j'ai vu beaucoup de médecins puis ils répondent pas à ce qui est standard, mais définitivement, c'est quelque chose que... Pour moi, je vais au-delà de la TSH. En fait, je dis souvent à mes patientes, je ne traite pas un labo, là, je traite un humain. Fait que, on y va par étapes, on élimine tout, puis s'il reste juste ça, puis tes limites, puis souvent, ces personnes-là qui se sont fait dire depuis des années qu'ils sont normaux, là, leur niveau de TSH est normal, c'est ça, ils répondent cliniquement, ils sont comme des fois, ça arrive, là, des success stories, que c'est comme, c'était vraiment ça, là, c'était juste une petite dose, puis ça a changé leur vie, là. Fait que, c'est ça. Ça, c'est une affaire que j'entends pas assez, mais quand même de plus en plus, puis que je trouve rassurante. C'est le côté, je l'entends beaucoup de gens comme Alexis Goujon, physiothérapeute qu'on a reçu au podcast il y a 2 ans, le côté juste, entre guillemets, valider le patient qui est devant toi. Mm-hmm. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se font justement, tu sais, ils s'en vont passer des tests, des prises de sang, quoi que ce soit, ils se font dire « Ah, tes prises de sang sont belles, retourne chez vous ». Mais tu te sens tellement invalidé puis impuissant à ce moment-là que ça doit être frustrant plus qu'autre chose parce que toi, tu les vis pareil, tes symptômes pendant ce temps-là. Fait que déjà, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je vois un petit peu plus, mais de se faire justement, ne serait-ce que valider puis de faire dire, tu sais, on te prend au sérieux. Ce que tu vis, c'est vrai. Comme j'ai juste dismiss, mais en tout cas, on le met pas de côté. Ouais, on entend beaucoup le gaslighting puis le dismiss. Là, c'est ça, exactement. Mais de se faire banaliser. C'est ça, exact. Ouais. J'ai l'impression que les gens sont souvent banalisés. Là, rendu là, je sais pas à quel point est-ce que c'est, exemple, tu t'en vas à l'hôpital, le docteur a à peu près 72 000 patients à voir dans sa journée, puis il essaye de passer au prochain. Là, ça serait probablement une autre discussion, mais j'ai l'impression que juste ça, le fait de se faire valider, justement, par rapport à comment on se sent, puis de se faire dire, écoute, ce que tu vis, c'est vrai, on te croit, on va essayer autre chose si jamais on voit rien là. Je trouve que c'est tellement encourageant, puis ça doit tellement donner confiance aux gens qui, j'ai l'impression, perdent des fois confiance en le système de santé. Oui. Mais en fait, c'est que, oui, c'est sûr que les pressions importantes sur les médecins, principalement dans le réseau public, ça contribue à ça parce qu'en effet, on espère que tout est normal pour pas avoir à gérer le suivi et tout parce qu'on est tellement débordé. J'ai été là, je l'ai fait dans cette situation-là. Moi aussi, j'ai été du genre à pas vouloir trop gérer les anormalités, même si, fait que c'est ça, c'est le système qui est malheureusement un peu malade ces temps-ci. Mais, moi, j'ai voulu sortir de ça pour pouvoir avoir une approche qui est un petit peu plus, aller au-delà pour vraiment pouvoir faire une différence.
Mais c'est sûr que c'est systémique, là. Tu sais, c'est pas... Puis les médecins sont pas mal intentionnés, là. Tu sais, ils essaient vraiment de faire le mieux avec les ressources qu'ils ont. Malheureusement, c'est comme... C'est un peu ça, là. Oui. Puis, tu sais, ils n'ont pas nécessairement le temps, puis ils n'ont ni nécessairement les connaissances. Ils vont un petit peu faire juste ce que les lignes directrices vont dire, qui est un petit peu la base pour exclure les causes vraiment, vraiment grave, mais tu sais, les gens qui sont un petit peu genre entre la cause très, très grave puis juste sur la limite, mais que tu sais, ils pourraient quand même bénéficier d'une supplémentation, comme je dis, si on parle de la thyroïde ou du fer. Là, pour moi, c'est assez typique. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, à tous les jours, je vois ça, là, des formules sanguines complètes normales avec une ferritine basse ou, tu sais, la TSH normale avec des T3, T4 basses puis des anticorps, une maladie d'Hashimoto. Tu sais, comme, il y a plusieurs choses qui vont faire que je suis comme, bon, mais tu sais, il y avait vraiment quelque chose qui était là. Fait que, ouais, c'est ça. C'est les médecins. En fait, les médecins sont débordés, puis les patients, ben, perdent un peu confiance en système parce que justement, ils se sentent comme des numéros. Puis, ouais, c'est ça. Puis pour en avoir jasé avec certaines personnes dans les dernières années, tu sais, encore une fois, c'est que selon moi, tout est une question de contexte, là. On s'entend, tu sais, les patients vont avoir la perception du patient qui s'est fait recevoir, traiter comme ça, puis peut-être banaliser. Puis je dis, tu sais, encore une fois, ton expérience est valide. Mais j'essaye aussi de me mettre à la place de la personne qui l'a vu, que ça soit infirmière, médecin, peu importe. Puis, tu sais, pour en avoir entendu, je me souviens pas c'est quoi son nom complet parce que le gars, il est russe, mais il y a un très, très gros YouTube channel qui s'appelle Dr. Mike sur YouTube. Puis lui, c'est un médecin de famille, mais qui s'est parti un YouTube channel. Puis il fait du contenu très, très bon, très nuancé. Puis il explique un peu, justement, des fois, comment ça se passe, justement, dans le système de santé. Puis lui, il est dans un hôpital comme généraliste, là, il n'est pas dans une clinique privée, quoi que ce soit. Fait qu'il dit même affaire, là, des fois, on voit des centaines de patients en une journée, puis j'exagère peut-être, là, mais il explique que c'est justement, il dit des fois, c'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on care pas, on aimerait ça être capable d'aider le patient, mais on sait qu'on a une trolley de clients qui s'en vient, de patients qui s'en vient, on sait qu'on a un shit paperwork à faire aussi, puis fait qu'il dit, c'est difficile dans un système de santé comme ça de voir tout le monde puis de servir tout le monde également aussi, là. Oui, on va attendre que les valeurs soient vraiment anormales parce que justement, c'est ça. C'est comme on va traiter vraiment la maladie plutôt que de la prévenir aussi. Ça, c'est comme le système est un petit peu malade dans le contexte où on ne va pas assez investir non plus en prévention. On va attendre que ça soit très, très sévère avant de... Fait que oui, c'est sûr que c'est problématique plus quasiment sociétale. Oui, parce que les gens que moi je connais qui ont des problématiques graves sont pris en charge puis ça va très, très bien. Là. J'ai jamais eu j'ai complaints de plaintes de gens qui avaient, moi je pense à mon père entre autres, là, qui a à peu près toutes les pires affaires de santé que tu peux avoir, mais il a toujours été pris en charge vraiment très, très, très rapidement. T'sais. Fait que quand t'es malade, le système, il est là pour toi. Le problème, c'est ça, c'est le entre-deux. Quand t'es comme, mais tout est beau, mais t'es comme, je me sens pas bien, mais t'es comme, OK, mais je suis peut-être sur le bord d'être malade, fait que, OK, on va te reprendre quand tu vas être vraiment, vraiment malade. T'es comme, mais mettons, ça me tente pas de tomber malade. Mettons, on jase. On jase, là, je peux-tu? Oui, c'est... Je pense pas qu'on va trouver des solutions aujourd'hui pour cette problématique-là. Non. Je pense mais que rendu là, c'est là que vraiment... les cliniques privées sont peut-être intéressantes, justement. C'est que là, ben oui, tu vas débourser, mais tu vas peut-être être prise un petit peu plus au sérieux, disons. Oui, en même temps, tu sais... C'est ça, c'est toute la grande problématique du débat entre le privé et le public. Là. C'est sûr que oui, c'est vrai le privé, ben on peut décider le temps qu'on prend pour voir nos patients. On peut décider aussi qu'est-ce qu'on aime vraiment faire. Parce que la médecine familiale ou médecine générale, c'est très vaste. Oui. Dire, il y a plein de choses que moi, je me sentais pas la meilleure pour les voir. Là. Fait que là, c'est là qu'on va plus se référer quand on sait pas trop. Mais là, écoute, avec ma spécialité, je peux vraiment juste voir ce que j'adore voir puis que je me trouve vraiment bonne à faire. Fait que c'est quand même plus facile d'être là pour vraiment se spécialiser puis vraiment faire une différence. Là. Tandis que quand tu es en médecine familiale, ben, tu essaies de jongler. Il y a tellement d'affaires que tu sais, il y a du musculo-squelettique à gérer, des fractures, à des douleurs, à des nausées, à des vertiges. Tu sais, c'est complexe. Là. Fait que souvent, ben, c'est juste comme, OK, il n'y a pas de cancer du cerveau. OK, il n'y a pas de... tu sais, c'est un peu ça, dans le fond. Là, c'est que tu veux juste exclure le plus grave. Mais tu n'as pas le temps là, de commencer à... c'est ça. Regarder, y a-t-il des petites causes psychosomatiques, on le fait quand même, là, mais d'aller explorer, de valider, c'est ça. Le temps, on n'a pas le temps. Non, ben c'est ça. Puis c'est que j'ai l'impression aussi que le grand public va regarder probablement le médecin de famille, le médecin généraliste. Oui, généraliste. Puis probablement se dire, j'ai l'impression que beaucoup de gens vont regarder un médecin comme ça puis se dire, mais c'est un médecin, il sait tout, comme il va pouvoir m'aider avec n'importe quoi.
Mais comme tu dis, c'est un humain. C'est un humain, puis c'est généralisé. Fait que là, ben, rendu là, il y a des affaires, il y a beaucoup de choses que vous allez connaître, mais il y a des affaires plus pointues que c'est pas mon département. Là. Je vais être obligé de te référer. Oui, puis souvent, c'est ça, là, on va souvent regarder les lignes directrices. Tel symptôme, j'ai fait le checklist de ce qui était dangereux, puis après ça, ben, si tout est normal, tout est beau. C'est vraiment ça, là. C'est comme l'approche simple, mais un petit peu comme médecin général for the dummies. Là, oui, c'est ça. C'est comme un ça, peu... c'est beau, ça, c'est fait. Puis, une autre des raisons pour lesquelles les gens vont consulter beaucoup, on l'a effleuré tantôt, mais qui se sentent pas bien, qui se sentent déprimés, ça fait que souvent, on va prescrire beaucoup des antidépresseurs. Selon ce que tu vois en clinique, est-ce que tu remarques que c'est beaucoup, peut-être plus à cause des habitudes de vie ou que ça joue beaucoup, ou est-ce qu'il y a vraiment une problématique au niveau des cerveaux de tout le monde? Oui, ben écoute, c'est sûr qu'il y a des antidépresseurs, on s'entend que c'est très multifactoriel, mais moi, j'en vois beaucoup qui sont possiblement à cause d'un dérèglement hormonal. Mais après ça, il y a tellement de choses dans la vie, il y a tellement de la charge mentale qui est comme importante que c'est probablement beaucoup situationnel. Mais il y a des gens qui prennent des antidépresseurs depuis qu'ils sont très, très jeunes, fait qu'il y a probablement un dérèglement. T'sais, on sait qu'il y a de la génétique à travers tout ça. Là, si tu en as dans ta famille, tu as plus de risques d'en avoir aussi, que ce soit de la bipolarité, de la schizophrénie. Donc, l'anxiété aussi qui monte énormément, malheureusement, en popularité. Hein. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est le nouveau mal du siècle, là, de notre génération. Là, je dirais que les réseaux sociaux, il y a tellement de choses, tellement de pression que nécessairement on n'avait pas dans le temps où on n'avait pas de réseaux sociaux. Fait que, les jeunes, probablement, ils ont des problématiques qui sont différentes que nous, on avait dans... En tout cas, moi, je sais pas, vous avez quel âge, mais que moi, j'avais quand j'étais jeune. Fait que, c'est un peu ça qu'on se bat. Mais c'est définitivement, c'est plus social. Il y a définitivement un aspect génétique à tout ça, puis hormonal. C'est comme une plus grande sphère. Là. Puis quand on dit hormonal, c'est quelles hormones qui rentrent en ligne de compte, principalement? Bien, tu sais, en fait, l'estrogène, comme je disais, que c'est beaucoup l'estrogène qui va avoir un impact important. C'est lui qui est le plus étudié au niveau, justement, de l'impact au niveau de la neuroprotection, on pourrait dire. C'est pour ça qu'on étudie aussi chez les femmes, là, quand ils en prennent rapidement, bien, on va avoir une prévention au niveau de certains problèmes cognitifs, là, dont l'Alzheimer aussi. Mais la progestérone, ça a quand même un impact aussi dans le contexte où c'est un neurostéroïde parce qu'il va être, quand on l'absorbe par la bouche, on va être transformé en allopregnénolone au niveau de l'intestin, puis il va être absorbé justement, puis il va traverser la barrière hémato-encéphalique pour pouvoir avoir un effet bénéfique sur le sommeil. Fait que c'est sûr que si tu dors pas, il y a des bonnes chances que ça aille pas très bien. Fait que, ils ont tous leur effet de manière générale un peu différemment, mais je dirais que plus l'estrogène, peut-être plus au niveau des neurones, puis au niveau de la vascularisation. Puis la progestérone, c'est plus comme une hormone plus calmante. Fait que, ils ont tous leurs bénéfices. Mais l'estrogène est plus étudié à ce niveau-là. J'en ai une cliente que ça a été ça. Elle a comme gros troubles de sommeil, puis on n'était pas vraiment capable d'expliquer pourquoi. Oui, c'est une fille qui est anxieuse en général, puis et tout, mais comme, tu sais, elle optimisait ce qu'elle pouvait optimiser le plus possible dans la mesure de son mode de vie. Puis on s'entend, je la suis depuis 2 ans. Là, fait que comme on a travaillé sur des affaires, puis comme ce qui avait à être optimisé était optimisé selon son mode de vie. Elle a consulté justement en hormonothérapie. Elle s'est fait donner un petit peu de progestérone. Adore. Ouais. Ça, le fait de dormir, ça change quand même une vie, là, sans vouloir dire. C'est oui. juste ça. Ne pas dormir, ça change une personnalité aussi. Exactement. Les gens le réalisent souvent pas quand ils sont juste habitués de pas dormir. On dirait que selon eux, c'est ça le standard, mais c'est un nouveau monde là, quand tu dors. Là. Les femmes vont dire qu'ils se réveillent, par exemple, à 4 heures le matin puis qu'ils sont juste plus capables de se rendormir ou qu'ils ont vraiment un sommeil super léger. Là. Fait que ça, c'est typiquement plus en préménopause. Oui, c'est ça. Fait que tu peux régler déjà pas une bonne partie du problème juste avec ça. Puis ce que la pilule contraceptive va pas faire. T'sais, on va pas avoir le même bénéfice à ce niveau-là. Là. C'est ça, quand tu parles d'estrogène, c'est pas donner de la pilule contraceptive. Non, ben c'est sûr que... Progestérone aussi. En fait, la pilule contraceptive a de l'éthénylestradiol, fait a de l'estrogène. Après ça, il y a toutes les formes, je te disais, ou bioidentiques ou non bioidentiques, la même molécule que le corps produit ou non, mais que tu peux prendre par la bouche ou sous forme transdermique. Fait qu'estrogène, ça peut être tout ça. C'est sûr que moi, mes patientes sont un peu plus âgées. En moi qui a vraiment besoin de contraception, je vais aller plus avec le bioidentique, idéalement transdermique. Donc, estrogène. Mais encore là, ça dépend de l'âge, des symptômes. Des fois, c'est plus la progestérone. Après ça, tu rajoutes un petit peu d'estrogène. Mais oui, quand je parle de mes patientes plus en périménopause, plus bioidentique, c'est ce que je préfère. OK. Puis, avant de te laisser partir, parce que je sais que ton temps est précieux, il faut que tu retournes à Montréal, pas trop tard, mais un des arguments, je pense, que j'entends le plus souvent revenir autour de la ménopause, c'est « Ah, mais je suis en ménopause, mon métabolisme est rendu à terre. Le métabolisme ralentit beaucoup en vieillissant. »
Ouais. Tu te situes où par rapport à ça? Ben en fait, on sait que la ménopause comme telle est associée avec une prise de gras viscéral ou abdominal. Puis c'est pour ça qu'on voit aussi le lien avec les problématiques plus métaboliques ou les maladies cardiovasculaires. Donc, on sait que de prendre de l'hormonothérapie va venir diminuer cette prise de poids-là. Fait que c'est pas une méthode de perte de poids, les hormones, on s'entend, mais ça peut aider à diminuer. Puis surtout, comme je parlais de la préménopause, quand tu as plus de rétention d'eau, progestérone peut venir aider. Fait que c'est sûr que oui, le métabolisme est impacté par la baisse des estrogènes. Puis c'est pour ça que donner des estrogènes, on peut le voir, mais ça diminue, ça améliore la résistance à l'insuline, ça diminue le risque de syndrome métabolique, ça diminue le risque de diabète. Fait que tout ça, c'est quand même... On n'en parle pas beaucoup, là, mais la seule, je dirais, domaine où on parle de prévention avec l'hormonothérapie, c'est, par exemple, l'hormonothérapie est approuvée par la FDA, là, FDA approved pour la prévention de l'ostéoporose. Puis c'est quand même notable, là, parce que c'est la première indication où est-ce que les femmes pourraient dire, ben écoute, moi, surtout les femmes, mettons, qui sont de petits poids ou, tu sais, plus les facteurs de risque, c'est, mettons, une femme plus âgée, fumeuse, tu sais, toute maigre, là, plus à risque de se fracturer quelque chose. Donc, ou si tu fais une ostéodensitométrie puis tu vois qu'il y a de l'ostéopénie, donc, commence à avoir, dans le fond, un manque de densité osseuse. Fait que là, tu veux prévenir ça. Parce que c'est quand même, après la première cause de mortalité, qui est comme les maladies cardiovasculaires, la deuxième cause, c'est beaucoup les fractures de hanches, là. Les femmes qui sont plus âgées, un peu plus frêles, puis qui vont être immobilisées suite à une fracture, puis là, ils vont se déconditionner, puis là, finalement, ils vont en décéder, malheureusement. Fait que je dirais que c'est quand même au moins déjà une porte, une ouverture, même que la FDA a mis pour l'hormonothérapie en prévention. Tu sais, c'est quand même l'ostéoporose. Mais idéalement aussi, travailler votre masse musculaire tout au long de votre vie, c'est une pas pire idée. Oui, parce qu'une affaire que j'entends qui revient, il me semble que j'avais vu, je pense que c'est Dr. Ids, en tout cas un nutritionniste en Angleterre, parlait de ça, où est-ce qu'il parlait de, je me souviens plus si c'était une revue systématique ou si c'était une étude isolée, mais il me semble que c'était une revue, où est-ce qu'il disait quelque chose comme, on a tendance à associer le fait de vieillir à justement le métabolisme, il va comme chuter, finalement, je pense que c'était quelque chose comme autour de 20-30 ans, ça va comme plafonner en termes de le plus haut qui va être, puis je pense qu'il disait que jusqu'à comme plus ou moins 60 ans, ça diminuait tranquillement, mais moins drastiquement qu'on pensait. Il dit souvent, ce qui arrive, c'est plus, en vieillissant, on est moins actif, on fait peut-être moins attention à ce qu'on mange parce que peu importe les raisons, on s'investit plus dans la business, dans les enfants, on se met un peu plus de côté. Fait que, il dit, tu sais, c'est probablement un facteur, veut pas, mais c'est beaucoup une question de justement comment le mode de vie va changer en vieillissant aussi. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, comme vous savez que la masse musculaire, c'est vraiment un important pronostic de longue vie, de qualité de vie, morbidité, mortalité. Fait que je pense que de promouvoir ça de votre côté, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire là, pour vraiment aider justement la santé globale. Puis de faire que. Il y a vraiment des études aussi par rapport à la santé cognitive, là, puis la masse musculaire, donc la masse maigre. Fait que, tu sais, c'est quand même. Vraiment, ouais. Fait que là, plutôt, tu sais, puis c'est pour ça qu'on n'a pas parlé des androgènes non plus chez la femme, mais tu sais, les estrogènes, c'est bien. Il y a quand même des études quand même avec les androgènes par rapport à la testo, principalement, là, l'indication de donner de la testostérone chez une femme en ménopause. Puis certaines sociétés savantes qui vont même en suggérer en préménopause parce qu'on va en perdre graduellement les androgènes dans notre vie. Ça va être plus à partir de la trentaine, je te dirais qu'on va comme fin de la trentaine qu'on va commencer à perdre. Ça va se stabiliser vers la ménopause, ça va comme après ça redégrader un petit peu, mais tu sais, c'est quand même quelque chose qui... On n'a pas de break. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été étudié plus pour le trouble du désir sexuel hypoactif là, chez la femme. Donc, la testostérone a été quand même... Il y a une indication officielle d'en donner là, chez la femme. Il y a certains pays qui en ont quand même, mais je le vois quand les femmes en prennent pour ça, qui me disent, mon Dieu, mon énergie est meilleure, j'ai moins de perte de masse musculaire aussi. Il y a des études par rapport à la santé osseuse, la santé cognitive quand même. Parce que, tu sais, oui, c'est étudié pour la libido, la testo, mais la libido, c'est un mood, puis le mood est dans le cerveau. Fait que la testostérone agit au niveau du cerveau chez la femme. Puis, tu sais, pendant toute notre vie active, en fait, c'est intéressant, mais on a comme 4 fois plus de testo que d'estrogène toute notre vie, la femme. Parce que c'est pas les mêmes unités qu'on utilise, c'est comme micromol puis picomol. Donc, c'est quand même... Ça prend de la testostérone puis des androgènes pour faire de l'estrogène là, dans la stéroïdogénèse. Fait que c'est un peu ça qui est quand même un peu je dirais qui est un peu méconnu là, encore chez la femme. Puis c'est quand même pertinent parce que surtout si les femmes ils perdent beaucoup de masse musculaire, oui, c'est sûr que d'être active, c'est important. Puis les hormones aussi peuvent venir prévenir, mais la testostérone aussi peut avoir un impact positif, même si c'est prescrit théoriquement pour la libido. Très cool. Selon les lignes directrices. La preuve que, encore une fois, c'est un tout. C'est jamais des cas isolés, que ce soit les hormones, le mode de vie, la nutrition, l'entraînement, peu importe. C'est toujours du cas par cas. Toujours du cas par cas, puis c'est toujours du contexte. C'est rarement noir ou blanc. Tu vois, moi, je pensais qu'il y avait juste justement les personnes trans qui pouvaient se faire prescrire de la testostérone en tant que
femme. Ça me mélange, mais on comprend le principe. Ouais, c'est ça. Quand tu veux changer de sexe, tu prends plus de l'hormone que tu n'as pas beaucoup dans ton corps. Oui, c'est ça. Ben, en fait, non, il y a même ça a été c'est approuvé dans 3 pays. C'est au UK, en Australie puis en Afrique du Sud. Pas qui ont ici? une testostérone Fait que tu approuvée. pourrais pas? Ben, en fait, il n'y a pas de formulation Santé Canada. Fait que les options, par exemple... J'ai le droit. Les options, mais en fait, en théorie, il faut commencer par ce qui est contrôlé, donc OK. c'est Santé Canada. Fait qu'on pourrait prendre, par exemple, un petit sachet de gel, là, comme pour les hommes. Ben, par contre, la plus petite, c'est souvent du 25 mg, là, comme Androgel, Tarot, Testo. Puis il faut le faire, mettons, sur 7 à 10 jours, parce qu'on veut le 10e de la dose que les hommes prennent à peu près. Fait que c'est un peu compliqué, mais bon, j'essaie de le faire mettre à une place où il n'y a pas trop de poils, parce que si tu mets tout le temps sur ton bras, tu vas avoir un bras plus poilu. C'est pas super le fun. Fait que je dirais que ça serait plus comme la façon la plus simple de le faire. Après ça, tu peux faire sous forme de magistral si les femmes n'aiment pas ça, mais ça, c'est payant, puis il faut le faire dans les pharmacies préparatrices, puis c'est comme off-label, dans le fond, parce que on a moins de contrôle sur vraiment la quantité que tu as dans ce que tu prépares, dans le fond. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, éventuellement, peut-être qu'on va en avoir, mais il y a des pays qui sont un peu plus avancés à ce niveau-là que nous pour la testo chez la femme. Très C'est super, ouais. C'est vraiment Très cool. intéressant. Super intéressant. Mais merci beaucoup de t'être déplacé aujourd'hui pour Plaisir. venir jaser de ça avec nous autres. Si tu avais un mot de la fin peut-être sur lequel laisser les gens. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que je dirais, s'il y a une affaire à retenir, c'est que les hormones ne sont pas dangereuses, OK? Puis que si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on laisse les femmes un petit peu trop souffrir en silence, là. Puis on banalise un peu trop. Fait que, tu sais, en effet, en théorie, vous pouvez aller voir votre médecin de famille, votre gynécologue, tu sais, c'est pas si compliqué. Il faut juste être capable d'expliquer un petit peu vos symptômes, puis... Nous, en fait, on tente de développer quelque chose, là, un site web, justement, pour aider les femmes à mieux, on pourrait dire advocate. Ça aussi, c'est un nom que j'ai de la misère à dire en français, mais de pouvoir vraiment plaider leur cause à leur médecin pour vraiment faire la différenciation entre les types d'hormones, les formulations. C'est ça qu'on est en train qu'on travaille là-dessus, je te dirais. Fait que c'est ça, le message, c'est que, ouais, allez parler à votre médecin. Il faut avoir une approche personnalisée, tenir compte quand même de vos problématiques de santé pour choisir les meilleures hormones pour vous, finalement. Puis de ne pas être gêné d'aller voir d'autres avis si jamais vous avez l'impression de ne pas être écouté par votre C'est ça, j'allais dire. Si spécial. jamais il y a des femmes qui écoutent, qui disent « j'ai essayé, j'ai pas l'impression que je suis entendu », ça serait quoi leurs meilleures ressources pour essayer de pousser un petit peu plus loin? Oui. Bien, c'est ça. En théorie, il y a plusieurs cliniques qui offrent le service. Bon, moi, je l'offre, mais en fait, en théorie, vous pourrez aller voir n'importe qui, pas nécessairement moi. Actuellement, c'est vrai qu'on voit un petit peu plus ça dans les cliniques plus privées, là. Ils ont plus le temps, peut-être, de prendre le temps. En théorie, n'importe quel médecin de famille ou n'importe quel gynécologue pourrait vous donner cette aide-là qui serait quand même appréciée. C'est pas tout le monde qui va faire un bilan de base, par contre, pour exclure d'autres causes. C'est juste ça qui est un petit peu... Mais on a toutes les cliniques qui font de l'hormonothérapie, que ce soit privé ou public, on a toutes des approches vraiment différentes. Fait que c'est difficile de dire, tu sais, qu'est-ce qui est mieux. Mais essayez-vous, puis je vous dirais, amenez un peu de littérature, tu sais, allez peut-être voir. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner le nom de notre site actuellement, on est encore en développement. Mais il y a quand même beaucoup de femmes, en fait, beaucoup d'influenceurs. On n'aime pas trop ça dire ça, mais c'est vraiment des médecins, des gynécologues aussi, des urogynécologues aux États-Unis, tu sais, qui font aussi sur Instagram beaucoup d'informations. Fait que, tu sais, tu peux à la limite prendre un screenshot de telle étude puis l'amener à ton médecin. Tu sais, je pense que c'est moi aussi sur mon Instagram. Les médecins, ils aiment ça quand on Google nos symptômes. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait qu'en effet, mais il y a quand même des sites, tu sais, si vous allez, par exemple, sur certains sites, genre le NAMS, le National North American Menopause Society, qui va quand même avoir des ressources qui sont intéressantes. En même temps, c'est sûr que les lignes directrices, comme je dis, font pas nécessairement la différence entre les types d'hormones. Fait qu'il faut quand même savoir où aller chercher. Fait que, tu sais, il n'y a pas de ressources qui sont parfaites, là. C'est vraiment difficile pour les femmes. C'est pour ça que c'est les prochains défis qu'on va avoir à faire. Mais peut-être de voir l'automéno, juste à la base, ça va quand même vous donner. Puis j'aime beaucoup le livre de Dr. Sylvie Demers aussi, le Hormones au féminin, qui permet de bien comprendre l'impact des hormones sur le corps. Fait que, ouais, essayez d'aller au public. Ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être des cliniques DPS qui peuvent aussi vous aider. Fait que, il y avait l'autre livre aussi que tu as mentionné tantôt, Estrogen... en fait, c'est un livre. Le livre Estrogen Matters de Dr. Avrum Blooming, qui va vraiment... Ouais, c'est un beau... Ça, c'est en anglais. C'est sûr qu'en français, il y en a quand même beaucoup. Là. Il y a plein de médecins au Québec qui ont écrit des super livres, mais Dr. Sylvie Demers, c'est sûr que j'aime beaucoup ses livres parce que c'est lui qui est ma petite référence. Sinon, ouais.
si jamais les gens voulaient te suivre, toi, que ce soit pour prendre rendez-vous peut-être d'ici la prochaine année ou sinon, ne serait-ce que suivre ton contenu que tu publies? Oui. Ben, j'ai 2 Instagram, mais celui qui est mon professionnel. Je fais quand même un peu de pause professionnelle dans mon perso. Ça s'entrelace un petit peu. Mais ouais, c'est Dr Gabriel Landry. Tout en un mot. Dr. Gabriel Landry. De toute façon, on va te taguer dans la publication de l'annonce de ce podcast-là. Là. Fait que, merci encore de t'être déplacé. C'était vraiment très cool. Ça a été plein d'affaires qu'on... je pense que Jess et moi, on était comme en rafale avec nos questions au fur et à mesure que tu parlais. Puis je pense qu'il y a bien des affaires qu'on voulait couvrir depuis longtemps. Fait que merci beaucoup de t'être déplacé. C'était super intéressant. J'espère que vous avez apprécié. Jess? www.nhsupp.com avec le code WUACV10 si vous voulez avoir des suppléments NIH. Même principe pour la merch de Machine. On n'a pas encore notre nouvelle merch parce que son BO parce que c'est parti très rapidement. Mais si jamais vous vouliez des bons oversize, le lien va être dans la description avec le même code WUACV10. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un autre épisode la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.